Émission 877. Cette semaine, Ultimate Spider-Man Volume 1, Married with Children. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Villeray! Oui, même la petite fille qui crie quand on commence le show, ma petite voisine qui est toujours plein d'énergie, trop d'énergie, je dirais. Non, merci au micro. Cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont les versions ultimes d'eux-mêmes. Oh, yes! Yeah, sure. Je vous les présente à l'instant. Le premier, les autres sont jaloux de son super pouvoir. Simon Chénier est avec nous. Bonjour, Benoît. Je ne dis pas quel est ton super pouvoir. Ça, c'est un secret. C'est un secret. À vous de le découvrir. C'est le reverse identity. Le monde connaît ton identité secrète, ton identité publique, mais ils ne connaissent pas ton super pouvoir. Bon, je vais le dévoiler lorsque je serai en entrevue au séjour. Ah oui? Ouais. On a tous des buts dans la vie différents. C'est ça. Ouais. On a déjà été dans le séjour, les Mystérieux Étonnants d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Wow. On avait été cité par la copine d'un auditeur qui, je me souviens plus c'était quoi le contexte exactement, ça fait genre 2 ans de ça. Okay. Chose de même. On a fait le séjour. Ah ben, On a fait le séjour. On a-tu fait le lundi? Ça existe pas encore? encore. Ça existe encore? C'est-tu la même affaire? Je sais pas. La semaine? La semaine? Possible. C'est le genre d'affaire que je prends connaissance juste quand je vais à l'épicerie. C'est ça. Puis comme je vais plus à l'épicerie, ben je me fais livrer, je ne prends plus... je sais pas. Ouais. Puis là, c'est comme les covers avec tous des gens qui sont supposément cancellés, qui sont encore là. Ah oui? Tu m'en apprends des choses. Ouais. En parlant de personnes qui n'est pas cancellée, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Mathieu Niquette. Oui. C'est sa fête aujourd'hui, Mathieu Niquette de DC et des Raies. Oui. J'acknowledge. Mathieu. À la manière du Tribal Chief. Exactement, dans la lutte. Et c'est ça. Fait que, qui est aussi commentateur, animateur des soirées Battle Wars. Ouais. Toi d'ailleurs, t'as jamais été à Battle Wars? Non, j'ai jamais été. J'étais allé une fois. J'ai vraiment trippé ma vie. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une soirée de lutte qui se passe au Faux-Foun électrique ici à Montréal. Et c'est incroyable. Le monde sont dedans. Le monde fait attention à chacun des autres. On essaie de ne pas se blesser. Le public est vraiment motivé. Cool. Puis je recommande chaudement cette belle soirée. Autre soirée que je recommande chaudement, Simon. Est-ce que c'est l'événement McFly? L'événement McFly qui s'en vient le 20 et 21 décembre prochain au Club Soda. Et tu vois comment on communique. Donc, l'événement auquel je participe, c'est pas lié aux Mystérieux Étonnants d'aucune façon. Ça revient tout le mérite revient à Jarrett Mann, qui est la tête dirigeante créative derrière Space et McFly avec Rosie. Donc, Rosie et Jarrett ont ramené la projection participative du Sapin les Boules cette année encore. C'est la 3e fois qu'on le fait. On l'avait fait en 2019. On avait pris une petite pause parce qu'il y avait eu quelque chose qui circulait là, pendant quelques années. On l'a fait l'année passée. On a vraiment eu du fun. Et cette année, on le revient pour le 35e anniversaire du film Le Sapin les Boules, Christmas Vacation en anglais. Et cette fois-ci, et c'est pas une blague, on est accompagné de notre invité d'honneur qui est le réalisateur du film. Il sera présent pour les 2 représentations, donc les 20 et 21 Club Soda. C'est malade. C'est un Montréalais, c'est un Québécois. Il habite à LA depuis quelques années, mais il parle encore français. Jarrett est en communication avec lui, donc je vais rencontrer le gars du Sapin les Boules. Un de mes films de Noël préférés, si ce n'est pas mon film de Noël préféré, quoique j'aime beaucoup aussi My Best Family Christmas. Mais ça c'est un autre débat. Donc, il reste encore des billets, garochez-vous. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est un peu à la manière de Rocky Horror Picture Show. Le public est amené à créer des choses à l'écran alors qu'il y a des scènes qui se dévoilent devant vous. C'est participatif, c'est aussi ouvert aux enfants, aux petites familles. Donc, c'est pas comme le Rocky Horror Picture Show où c'est 18 ans et plus. Et en plus de ça, il y a quelques scènes qui sont reprises par des acteurs et des non-acteurs comme moi qui participent à l'événement. Donc, on est déguisé en certains personnages du film. Moi, je joue Rusty, le gars qui a tout le temps les mains dans les poches. J'ai tout le temps les mains dans les poches. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai vu, excuse-moi, mais j'ai vu tantôt l'Instagram de McFly Event a posté une photo du déguisement pour Phil Tremblay. Oui, Phil Tremblay qui joue Art.
Art et que je ne reconnaissais pas. Là. C'est excellent déguisement. Il est malade. Il a l'air d'une mopette fâchée. Donc, Art, qui est un des grands-parents du film, Phil Tremblay, pour les gens qui écoutent le show depuis longtemps, c'est lui qui dit « Moi, j'aime ça, les animaux. Partie de la mythologie des mystérieux. Il y a lui, il y a sa copine Jessie qui est là également. Moi, je suis là en tant que Rusty. Donc c'est ça va être vraiment cool. C'est les 20-21, achetez vos billets parce que ça va partir très vite. Je pense que c'est rendu une tradition maintenant. Puis pour le 35 anniversaire, pour vrai, je capote qu'on reçoit le réel du film. C'est vraiment quelque chose de très cool. Ouais. D'ailleurs, ce que je vais essayer de faire, puis ça a l'air d'être confirmé, mais je veux pas le jinxer, je vais interviewer le réalisateur du film. Et mon entrevue sera diffusée lors de notre spécial de Noël, Simon. Qui s'en vient donc le 22 décembre. Ouais. Donc ça, c'est un dimanche. On fait ça le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille de Noël, puis on voulait avoir Simon. Parce qu'on aurait fait ça le 23, Simon n'aurait pas pu être disponible. Donc on fait ça le 22. J'ai essayé de m'en sortir, j'ai pas été capable. Non, il a essayé, il m'a donné date, puis là, je l'ai pogné comme un rat. Mais c'est non seulement notre spécial qui revient à chaque année, mais cette année, on va être accompagné de notre tech Jason, qui faisait les spéciales des mystérieux de Noël dans le temps. Dans le temps qu'on faisait ça dans notre cuisine avec un gros décor élaboré. Cette année, on fait ça chez notre ami Gauthier qui va être également présent pour l'occasion. Puis comme on a plus de place, parce qu'ici, c'est pas très grand chez nous, Jason va être de retour pour s'occuper de la technique. Donc, on fait ça live à partir de 20h le dimanche 22 et le podcast sera l'émission sera disponible en podcast le lendemain, comme à l'habitude, comme le show présentement. Puis après ça, on va prendre une petite pause jusqu'en 2025. Donc, une couple de semaines bien méritées de vacances. J'ai le temps de vous en reparler pour le spécial de Noël. En attendant, si vous nous laissez un message vocal à passer durant le spécial, ça serait super apprécié. Ça peut être des vœux de Noël, ça peut nous dire ce que vous avez aimé cette année, ce que vous avez découvert cette année dans le cadre du show ou à l'extérieur. Ça peut être n'importe quoi en fait, mais j'aimerais ça vous entendre. Si vous ne laissez pas de message vocal, je vais pleurer. Donc, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Et pour les gens qui écoutent la retransmission live, je vais mettre le code QR en dessous. Comme ça, vous n'avez même pas d'effort à faire pour participer. Donc, voilà. Simon, c'est pas compliqué, là. Non, c'est vraiment, vraiment simple. Même que je vais laisser le code QR pendant un petit bout de temps. Puis, on va faire passer ça durant notre spécial de Noël. On va commencer ça avec toi, mon cher Simon, maintenant. C'était l'action de grâce, fait que j'ai comme l'impression qu'il y a moins de nouvelles cette semaine. Ah, ça se peut. Américain, là, c'était plus difficile. Ouais, c'est ça. Mais avant que je passe à comme ma chronique, je veux parler de quelque chose. Tu sais, j'en ai glissé quelques mots au show que j'écoutais Dynasty ces temps-ci. Oui, tu me souviens que t'en avais. Puis, juste pour faire une histoire courte, Dynasty, c'est quand même un vieux soap. C'est beaucoup. Il se passe pas grand-chose, mais en fait, il se passe beaucoup de choses, mais c'est souvent les mêmes affaires. Ouais, c'est du drama. Ouais. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu de Games of Thrones. Parce que à chaque mariage, il arrive quelque chose. À un moment donné, il y a comme des terroristes qui arrivent puis qui descendent quasiment tout le monde. Wow. Il y a une autre saison qui a un mariage, puis là, ils se font kidnapper par un personnage qui était gentil dans la saison 1, puis là, il est evil pour une raison quelconque. Mais là, pourquoi j'en parle, c'est que... comment je pourrais dire ça? Ah, OK. Il y a eu Dynasty, puis à un moment donné, pendant Dynasty, ils ont eu un spin-off qui s'appelait Les Colby. C'était comme... c'est la première fois que j'entends parler de ça. Les Colby, on dirait une joke de RPO. Puis ça a duré 2 saisons, puis c'était avec des personnages de Dynasty qui sont allés. Puis là, ils ont vécu des affaires. Moi, je ne l'ai pas écouté, OK? Puis là, la finale de la saison 7... J'ai commencé la 8. OK, c'est ça. J'arrive à la 8. On a un résumé au début des événements de la 7, mais aussi des événements qui ont terminé les Colby. Et dans les Colby, la dernière scène, et là, j'ai vérifié, une des personnages qui était dans les dynasties depuis le début puis qui est allée dans cette série-là, elle se fait enlever par des extraterrestres. Il y a un gros vaisseau extraterrestre qui arrive, puis elle s'en va avec eux. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis là, tu sais, moi, j'ai juste le petit, comme 30 secondes dans le résumé. Puis là, je capote. Mais là, tu veux écouter les Colby, ça? Ben là, je suis comme, est-ce qu'il faut que j'écoute ça? Puis là, je suis allé, tu sais, j'ai fait ma recherche. Faites vos recherches. Puis j'ai vu que c'était la finale de la série. Puis
C'est donc bien weird. C'est donc bien fucked up. Puis là, ça finit de même. Puis là, ce que je comprenais, c'est qu'il allait jamais en reparler. Mais c'est pas vrai. Finalement, je pense que ce que j'ai lu, c'était ils vont jamais reparler dans l'épisode que j'écoutais. Mais là, je suis rendu plus loin dans la saison 8 de Dynasty. Puis là, la fille est en train de dire « Je me suis fait enlever par des extraterrestres. » Puis là, il y a des flashbacks puis des scènes de plus. Puis là, elle dit qu'elle s'est faite prober, qu'ils ont fait des tests sur moi. Sur elle, ouais. Que ça sentait le caramel. Ça doit être un élément des enlèvements extraterrestres. Ouais, peut-être bien. Ouais. Puis là, ben, de la façon que, tu sais, elle raconte ça à son mari. Puis là, lui, il est comme... pourquoi tu dis ça? Puis là, tu sais, parce que pour lui, il est disparu dans le désert, puis ils l'ont retrouvé, tu sais. Puis là, ben c'est ça, elle, maintenant, elle a l'air d'une folle dans la série, parce que est-ce qu'elle s'est tout imaginé ça? Mm-hmm. Là, elle raconte ça à son frère, puis là, son frère, il dit, ben, ça se pourrait. Fait que là, je suis rendu là, puis je suis comme, OK, il y a des extraterrestres dans le monde de Dynasty. Est-ce qu'on les voit, les extraterrestres? Oui. C'est des petits gris, des gros yeux? Ils sont grands, mais oui, ils ont la face qu'on connaît. Puis le vaisseau, c'est quoi? C'est une soucoupe classique? C'est une soucoupe classique, mais quand même grosse, avec un... Tu sais, il y a eu du budget, pareil, pour l'époque, puis c'est... Mais là, tu vas écouter les Colby pour ça? Ben, je pense pas, parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Puis c'est qui les Colby? C'est comme une des familles de la gang de Dynasty. Ouais, c'est comme la famille... Attends, c'est quoi? Parce que dans Dynasty, c'est les Carrington, mais il y a des membres de la famille des Colby qui étaient comme l'autre famille qui était riche dans la région. Puis il y a du monde qui se sont mariés un peu. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça. Puis là, dans cette famille-là, dans cette série-là, le patriarche, c'était Charlton Heston, qui était le frère du personnage principal de Dynasty. C'est à peu près tout ce que je sais, là. Parce que, c'est ça, il y a eu un genre de pilote dans Dynasty qui dit « Ah, ça, c'est l'autre famille. » Puis là, ils ont essayé de faire un spin-off qui a marché juste une saison. Deux saisons. Mais j'ai finalement... Mais sauf que j'ai pas besoin de l'écouter parce que, c'est ça, la seule mention des extraterrestres, c'est la scène finale. Ça. OK, fait que puis le reste suit dans la 8e saison de Dynasty. Mais finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que les Colby, c'est un peu la manière... C'est comme le même procédé de spin-off, de série dérivée que... Baywatch Nights. Exact. Où Mitch combattait des vampires, des Il y a eu des extraterrestres aussi dans Baywatch. Oui, puis il y en a eu avant. Avant Baywatch Nights. Il y a eu des fantômes aussi dans Baywatch avant Baywatch Nights. Mais Baywatch Nights, c'était, je pense, la deuxième saison 100% paranormal. Exact. La première, c'était juste des enquêtes de détectives privés. Il dormait jamais, Mitch. Quand est-ce qu'il dormait? Je sais pas. Mais pourtant, c'était pas la nuit, hein? Non. C'est le bar où son équipe d'enquêteurs était en haut du bar. Fait que c'était Baywatch Nights. C'était le nom du bar. Wow. Personnage qui a fini par mourir dans la série, malheureusement. Mitch. Mitch, il est mort dans la série, mais il est revenu dans le téléfilm. Qui se passe après? Ouais. Comment ils ont expliqué son retour? Avec aucune explication. C'est paresseux. Ils ont même pas fait tout de suite à ça. Ouais. Puis ils ont même essayé, ils ont essayé à quelques reprises de faire des pilotes dans la série Baywatch pour d'autres séries. Ce qu'on appelle des exit pilots. C'est ça. Il y en avait un que c'était un genre de Beverly Hills 90210, si on veut, avec les jeunes, la série. C'est ça, les jeunes qui sont lifeguards, mais tu sais, ils vont à l'école. Puis là, il y avait un épisode ou deux que c'était ce qui se passe à l'école. Ouais. Puis plus tard, avant Hawaï, il y a eu 2 épisodes où ils sont allés en Australie. Puis ça, c'était supposé être la suite. Mais les gens en Australie où ça s'était tourné, ils ont protesté contre. Pourquoi ils ont protesté contre? Je sais pas, j'imagine que ça bloquait l'accès à la plage. Il y avait comme des tournages tout le temps. Fait que ils sont allés à Hawaï. C'est fou, hein? Mais c'était un gros succès, Baywatch. Dans les 90s, le monde s'en souvient plus, là, mais ça battait des records, mon ami. Là. C'était un monument. C'était difficile à détrôner. C'était pas facile. Puis ça a duré son temps. Ils ont fait un film que j'ai finalement jamais écouté là, avec Zac Efron puis The Rock, je pense. Ah ouais, c'est le film où ils font juste des jokes de base. Là. C'est-tu... Ah ouais, ok, nice. C'est-tu juste comme dans le même univers ou c'est un autre univers? Ou... Ben, je pense qu'il... C'est-tu dans le Baywatch-verse? Ouais, parce qu'il y a Mitch dedans. Mais The Rock joue Mitch aussi. Ah, ça c'est drôle. Fait que, puis à un moment donné, il rencontre David Hasselhoff. Fait que c'est Mitch aussi. Ouais, non. Okay. Ils ont essayé.
Puis, je pense que c'est la seule façon de faire un film de Baywatch à cette époque-là, il y a comme 10 ans, à peu près. C'est de faire une parodie un peu. Mais ils sont comme trop allés dans les jokes de gosses. Là. Ah oui, il y a des gars de jokes de gosses. Il y en a beaucoup trop, c'est ça. Quel film? Quelle année, ça? C'est 2011? C'était encore d'actualité. 2014, peut-être. Ouais, la grève étudiante a tout fucké les gaffes de jokes, les jokes de gosses. On n'en fait plus maintenant. Ouais. On les a tous donnés à Kevin Smith qui continue à les utiliser dans ses films. C'est ça. Mais écoute, c'était pas ma première nouvelle, mais je pense que je vais revenir avec mes autres affaires. Parfait, je vais faire un lien, en fait, parce que tu parlais de vieilles affaires, de vieilles bases, de certaine manière, puis je vais te parler de vieilles bases. Ceux de Pierre Lalonde? Non, pas ça. Chagrin, excusez, référence à Noël chez Isidore. Il y a juste Étienne qui va comprendre. Bon, puis les auditeurs de Noël chez Isidore. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, peux-tu le plugger? Il y a des nouveaux épisodes. Oui, on va avoir 2 épisodes dans le mois de Noël. Le mois de Noël. Le mois de décembre. Communément appelé le mois de décembre. Oui. On a tapé 2 épisodes hier, donc génial, ça devrait sortir avant Noël. Plus un potentiellement durant la période floue. Il y a des chances. Puis après celui de Bye Bye qu'on va faire en février, comme l'année passée. C'est bien correct. Non, je te parle de vieille patente parce que c'était le 30e anniversaire de Star Trek Generations, le film qui mettait en vedette l'ancienne génération justement de l'équipage de l'Enterprise et la nouvelle qu'on a envoyée à l'écran depuis quelques années dont le capitaine était Patrick Stewart, Captain Picard. Donc, il y a eu comme dans ce film-là, la dernière apparition officielle de William Shatner en tant que Captain Kirk. On s'en souvient, le spoiler, c'est 30 ans plus tard, mais Captain Kirk meurt à la fin du film. Moi, personnellement, c'est pas mon film préféré. C'est mal patenté, en fait. Comme, ça file pas comme étant un long métrage, ça file comme un épisode de 2 heures avec un petit peu plus de budget de lumière. On est capable de faire exploser l'Enterprise. C'est ça. On va s'en débarrasser parce qu'il y a un autre qui s'en vient. Puis même la finale, c'est pas une mort qui est noble pour le personnage de Kirk. Dans les romans que Shatner écrit par après, oui, Shatner revient, mais ces romans-là ne sont pas considérés canon. OK. Donc, mais c'était la dernière apparition de Kirk. Et là, pour le 30e anniversaire de Generation, Roddenberry Archive, qui est fondé par les héritiers ou la fondation héritière plutôt de Roddenberry, le créateur de Star Trek, ont eu leur force une compagnie qui s'appelle Otoy. Puis ils ont déjà fait des projets auparavant, les deux ensemble. Là, ils faisaient comme des reconstructions virtuelles des ponts de l'Enterprise. Ils promettaient des entrevues avec des acteurs, des gens qui ont participé à la création de Star Trek, des archives. C'est un genre de projet multimédia qui reste quand même relativement flou. Mais leur dernier contenu pour le 30e anniversaire de Generation, ça a été de sortir un court-métrage qui est officiel, donc c'est reconnu par Star Trek, qui s'appelle Unification. Et dans lui, on voit Kirk tout de suite après sa mort. Et on utilise du deepfake pour reconstruire ce que William Shatner avait de l'air à l'époque. C'est ça que j'ai j'ai vu des stills sur Internet. Ouais. Franchement, là, pour l'avoir écouté une couple de fois, c'est dans du bon deepfake. C'est sûr que tu le sais, tu le vois toujours un peu. Il y a cette étrangeté parce que tu sais que ce visage-là ne ressemble plus à ça. Mais c'est quand même bien fait, entre autres parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans le jeu de l'acteur qui l'incarne. Puis l'acteur qui l'incarne, vous l'avez déjà vu, c'est Sam Witwer. C'est le gars qui a fait des voix dans Star Trek, pas Star Trek, pardon, mais dans Star Wars depuis des années. Oui, qui fait Darth Maul, je me pense. Il faisait Darth Maul, il a fait plein de voix. Il y a aussi, c'était le gars qui était dans il a fait un caméo dans le premier Walking Dead jadis. Okay. C'est le gars de l'armée qui se fait sacrifier dans The Mist, là, par Frank Darabont. Ouais. C'est un gros geek. C'est vrai, c'est là-dedans que je l'ai vu. Il se fait tuer, là, il se fait sacrer en dehors du magasin. Donc, c'est lui qui incarnait Shatner derrière le deepfake, si vous voulez. Et c'est Kirk qui revisite des moments de sa vie. Pour vrai, je l'ai écouté une couple de fois. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment, t'as comme le moton, c'est bien fait, c'est respectueux. Ça fait des petits clins d'œil aussi à des personnages qu'on a vus récemment dans Star Trek Discovery. Puis ça finit avec une rencontre finale, si vous voulez, entre le personnage de Kirk et de Spock. Où on refait aussi un Leonard Nimoy en deepfake. Et c'est super beau. Vous pouvez le lire comme étant une fabulation de fin de mort, quand le cerveau manque en oxygène, puis il voit des affaires. Ou vraiment comme une suite où les deux personnages se rencontrent. Tu comprends qu'il y a une espèce de dilatation temporelle et que l'esprit de Kirk arrive Afterlife, Limbo. Puis il arrive au chevet de Spock quand il est sur le bord de mourir. Puis les deux se serrent la main avant de passer de l'autre côté. C'est vraiment très bon. Allez le voir sur le YouTube officiel de Otoy. Donc Otoy, c'est O-T-O-Y.
Puis si vous tapez Unification Star Trek, vous allez retomber dessus. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes fan de Star Trek. Je pense que certaines personnes n'ont peut-être pas cliqué dessus parce que ça avait l'air d'un fan-film, puis il y en a beaucoup, là, très bien fait. Là, on parle d'un projet qui est officiel. Ça a été non seulement sanctionné par Roddenberry Archive, mais aussi par Star Trek. Donc, est-ce que c'est canon, par contre? Ça, je peux pas vous le confirmer, mais dans mon head canon à moi, c'est canon. C'est très émouvant. C'est une belle scène. C'est ça lui donne une meilleure mort que dans Generation. Oui, ça vient un peu comme, je te dirais, boucler la boucle d'une façon plus respectueuse pour les deux personnages, même Spock, son personnage est mort hors cam là, dans l'univers des films de J.J. Abrams. Mais donc, c'est de les revoir les deux réunis, puis il y a une belle fraternité. Est-ce que c'est le Kevlin Timeline? C'est le Kevlin Timeline. Yes! Yes, tu l'as eu, man. Écoute, j'apprends. Après 19-20 ans, là. C'est ça. Mais t'as suivi Star Trek quand t'étais jeune, toi aussi, un petit peu. Oui. Ben, j'ai suivi surtout Next Gen. Ouais. J'étais allé voir Generation au cinéma. Ouais, moi aussi. Je pense que j'avais aimé ça parce que j'avais l'âge, là, mais quand je l'ai revu, j'ai fait... Ouais, c'est un peu pic. Ouais. J'avais beaucoup trippé sur First Contact par la suite. Ouais, First Contact était très bon. Dans les films de Next Generation, c'est dans les très bons. As-tu écouté Star Trek Picard saison 3? Non. Autant que les deux premiers, j'en avais parlé ici, j'ai trouvé que c'était un dumpster fire. La saison 3 vient corriger tout ça. Okay. Comme quoi, on sait jamais comment les choses peuvent se décliner. Là. C'est très bon. Check Dynasty. Dynasty. Ouais. Sauf que si Picard se fait enlever par des extraterrestres dans la série, ça fait beaucoup plus de sens qu'un personnage d'un riche héritier du sud des États-Unis. Ouais. Fait que c'est ça. Unification, allez voir ça sur YouTube. C'est très bon. Merci à Mario G. Ramos qui me l'avait envoyé, et aux gens qui l'ont partagé aussi sur le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme ça que j'en ai pris connaissance. Cool. Vas-y donc, mon cher Simon, on va continuer avec toi avec ton petit short. C'était la vente Black Friday des compagnies qui éditent des films. Ah oui, j'en ai pas du tout entendu parler pendant 3 semaines à la radio. Non, mais je parle les éditeurs de Blu-ray, de 4K, de films... Non, je sais bien, c'est parce que le matin au 98.5, c'est juste des annonces du Vendredi fou, je capotais. C'était back-à-back. Mais en fait, c'est juste une excuse pour qu'il y ait des nouveaux titres qui sortent. Oui. Donc, je vais juste vous parler de quelques-uns. Il y a Vinegar Syndrome qui a sorti un 4K de Congo. Oui, de Frank Marshall. On a parlé récemment, Rémi et moi. Parce qu'il y a Tim Curry dedans. Il y a Tim Curry dedans. On en a parlé dans notre cycle à Tim Curry sur le Discord, le Patreon des Mystérieux. Ouais. C'est comme un sous Jurassic Park. Là. Ouais, ben c'était vendu de même. Hein? Oui, ben c'est comme le même. C'est comme Jurassic Park. Puis là, tu vas le voir. Puis, Ben c'est Frank Marshall qui l'a réalisé, le producteur Jurassic. Ça l'image feel Jurassic Park. Je peux-tu te dire un truc que j'ai trippé par contre? J'avais complètement oublié en écoutant ce film-là, 30 ans plus tard, 20 quelques ans plus tard. Ernie Hudson est malade dans le film. Ah ouais? Il est suave, man. C'est incroyable. C'est un 3e rôle, mais il crève l'écran. Il ausculte, il fait ombrage aux 2 autres personnages. Okay. C'est incroyable. Mais est-ce que le MVP, c'est Bruce Campbell? Le MVP est encore ce que tu veux dire par MVP parce que le most valuable player. Non, il y a un petit caméo en début de film parce que MVP, je pense juste au chien qui joue au basket. Non, c'est pas ça. Toby. Donc, c'est ça, j'ai pas de temps. Tu sais, honnêtement, mes nouvelles vont être un petit peu lazy. Là. C'est correct. Mais donc, température. C'est ça. Donc, ils ont sorti ça en 4K, évidemment, ça vient avec tous les bonus que vous voulez, bien des affaires. Un autre film, c'est Sliver de Philip Noyce. Donc pas à mélanger avec Slivers de James Gunn ou Slithers. Non, là c'est Sliver, c'est un thriller érotique. Oui, qui se passe dans un immeuble avec des caméras. Exact, avec Sharon Stone et William Baldwin, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, fait que je pense pas l'acheter. En fait, j'ai acheté le Blu-ray cheap là, à 10$. Ben, je voulais ma petite collection de thrillers érotiques haut de gamme. Basic Instinct, puis celui-là, puis le film avec Madonna là, qui pitche de la cire sur le chest c'est quoi ce film-là? William Dafoe.
C'est William Dafoe, elle couche avec William Dafoe. C'est un avocat. Là, oui, oui. Tu sais, tu mentionnes ces scènes-là, puis j'ai des flashbacks clairement tirés de mon enfance. Puis je sais que j'ai juste vu ça à travers des bandes annonces de TQS à l'époque. Chaîne maintenant qui est décédée au Québec. Ouais. Mais c'est ça. Vinegar Syndrome, il y a comme un deal en Star qui sortent des films quand même, tu sais, de plus... mainstream? Ouais, qui viennent d'un studio, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a Congo, on a Sliver, on a... Tu sais, ils ont sorti Roadhouse, d'autres films dans le genre. Donc, il y a ça. Sinon, ils sortent le Blu-ray d'un film, et là, j'ai le Google Translate, je me suis dit c'est important. C'est le film Blood Tracks. Un film d'un réalisateur suédois qui avait fait The Ninja Mission. C'est un film de 85 et le Google Translate va comme suit. Le groupe de heavy metal Solid Gold se dirige vers les montagnes enneigées pour tourner son dernier clip, accompagné de son équipe et d'une foudre de danseurs légèrement vêtus. C'est drôle parce que le Solid Gold, c'est le nom d'un bar de danseuses ici à Montréal. Je sais pas si ça existe encore. Ouais. Bonne question. Je suis jamais allé, j'entends. C'est pas vrai, je suis jamais allé. Le nom me dit quelque chose, je pense. Cependant, une énorme avalanche ne tarde pas à secouer la région, piégeant les rockers et leur entourage glamour sur la montagne. Le groupe tente d'appeler à l'aide par radio, ignorant que ces problèmes ne font que commencer. 2 points, à proximité, une famille sauvage et défigurée se cache dans une usine abandonnée. Quand ça va bien. Depuis des décennies. Et elle n'apprécie pas les étrangers. Non. Alors que un des membres du groupe s'éloigne pour explorer l'usine. Mais ouais, bravo. Le carnage commence alors que la famille folle recourt à toutes les mesures sanguinaires possibles pour tenter de protéger son territoire. Donc, c'est comme un peu du Alive, le film Alive aussi. Alive avec un band heavy metal. Heavy metal puis des cannibales. Ouais. C'est génial, ça. C'est ça. C'est The Hills Have Eyes rencontre Alive. Oui. Fait que c'est ça. C'est pour ceux qui aiment les films avec des bands qui... le sous-horreur de métal, de band métal... Tu sais, genre Rock'n'Roll Nightmare. Oui. Trick or Treat. Shocktober. Donc, il faut qu'il y ait de la musique dans le film, c'est ce que tu veux dire? Ouais, oui, c'est ça. C'est un band qui fait du métal. Fait que c'est comme... Il y a un genre qui vient avec ça. Fait que c'est ça. Mais ça met pas en vedette personne qu'on connaît, mais... Contrairement m'aurait étonné. Dans le chat en live, il y a quelqu'un qui dit... Danny Ménard dit qu'il y a des petites personnes cannibales dans le film. Ouais. C'est des petites personnes qui tuent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lui, je sais que lui, il a beaucoup aimé le film. Moi, je l'ai pas vu encore. Je sais pas. On va voir. On va essayer. On va voir. Mais à date, les ingrédients m'intéressent. Oui, quand même. Sinon, il y a Severin qui a sorti plusieurs films. Il y a un 4K du film français Delicatessen. Cette fameuse pochette du cochon, puis tu sais que c'est comme une famille de cannibales, ou je sais pas trop. Ça se peut. Ça m'a jamais. Je me suis mélangé avec la pochette de chocolat dans ma tête pendant que tu t'en parlais. C'est pas le même film. Non, c'est pas du tout le même film. Non. Il y a aussi The Mask of Satan de Lamberto Bava qui avait fait Demons et Demons 2. Il y a The Last Cannibal World en 4K, film réalisé par Ruggero Deodato, qui avait fait Cannibal Holocaust, entre autres. Ah oui, le nom me dit quelque chose. Il y a Slave of the Cannibal God, qui est aussi en 4K, et ça, c'est réalisé par Sergio Martino, qui a fait, entre autres, 2019, après la chute de New York. Il y a Eaten Alive. Fait que on voit qu'il y a comme une thématique cannibalisme de Umberto Lenzi, qui a fait entre autres La Maison du Cauchemar. Il y a Hell of the Living Dead, qui est en 4K aussi, de Bruno Mattei, qui a fait Cruel Jaws et Rats Night of Terror. Night of Terror, c'est ça. Et Rats Night of Terror sort en 4K aussi. Donc... c'est quoi, c'est des rats qui tuent? Oui, c'est un film post-apo où il y a comme un groupe de survivants qui se trouvent à un endroit pour se cacher, puis là, la place est comme entourée de rats qui tuent. Ça, c'est un excellent film. Oui, je te crois. C'est un de ceux que j'ai acheté dans la liste aussi.
Vous pouvez aussi acheter la version, la novélisation. Ils ont fait ça pour Cruel Jaws. Je pense que j'en avais parlé à l'époque. Puis là, c'est ça. C'est une novélisation qui crée seulement pour la ressortie, la réédition? Ouais. Wow. Puis c'est comme... la personne va réécrire un peu l'histoire, puis va patcher des trous. Là. C'est sûr que c'était avec Cruel Jaws. Sinon, il y a Night Train Murders en 4K, et ça, c'est un film qui met, entre autres, en vedette Masha Merrill, qui jouait la mère de Pierre Lambert. Et là, elle et 2 autres dudes terroristes du monde dans un train. Donc, c'est canadien? Non, c'est italien. Ah ben. Je pense que c'est italien. En tout cas, c'est pas canadien. Ça, c'est sûr. C'est européen. Du Eurosleeve. Du Eurosleeve, le meilleur. Ouais. Sinon, l'original. Sinon, je pense que c'est une comédie de Jess Franco qui, d'habitude, fait... C'est rare qu'il y ait des comédies. Non, et là, il fait le film Tongue Girls. Ouais. Et je n'ai pas honte de dire que c'est l'autre que j'ai acheté parce que ça me faisait bien rire. Et sinon, il y a un disque une sortie de opéra en 4K. Soap opéra? Soap opéra, le film? Soap opéra de Dario Argento. Oh, wow! Je veux le voir, ce film. Ben ouais. Soap opéra! Ouais, fait que c'est ça, c'était comme les grosses sorties pendant le Black Friday. Là, je me suis couché tard pour checker ça. J'ai rien acheté de Vinegar Syndrome. Il n'y avait pas étonnamment. Je me suis dit, tu sais, je vais attendre que ce soit en spécial. Parce que, écoute, c'est rendu. Combien cher, ça coûte là. à peu près? À cette heure, là, si, mettons, tu le pognes puis que t'as pas le deal, ça peut être 60$ un film. Pour un Blu-ray 4K? Ouais. Puis, mettons, pour un 4K, je veux dire, c'est correct, c'est un objet collection, il y a une pochette puis tout, mais en même temps, mais c'est bien trop cher. Mais je sais que l'inflation le dos large, là, mais il y a aussi le fait maintenant que l'item physique est devenu un item convoité. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un luxe maintenant, acheter des affaires. Ouais. Puis c'est pour ça que quand que ça sort, il faut que tu l'achètes là parce qu'il va devenir... C'est ça, c'est la rareté. Sold out. C'est la même affaire que les Lego, je sais. Ils montent même aussi. Donc, c'est ça. C'était les sorties Blu-ray pour le Black Friday. Je vais faire un petit parallèle avec ce dont tu parlais parce que tu peux mentionner la novélisation de... Comment t'appelles ça, le film? Rats Night of Terror. Oh, wow. Les rats de Manhattan, en français. Ouais, j'aime ça. Ouais. J'aime bien le titre. Ça fait très titre français, en fait, de ce film-là. Il y a 2 semaines qu'on a reçu Cliff Caporale, notre ami de Caporal du Comic-Con de Montréal. Peu de temps après l'émission, on a continué à jaser ici, puis il me parlait que Cliff se tient au courant de tout. Hein. Il consomme de la télé, de la BD, puis le kit, mais il aussi qu'il lit, ou il écoute plutôt des audiobooks qui sont gratuits avec l'abonnement premium de Spotify. Puis au prix que c'est rendu, l'abonnement premium de Spotify, ça vaut la peine. Puis j'étais comme, ah ouais, qu'est-ce que t'écoutes? Puis comme il n'y a plus le temps de lire du Star Wars, ce genre de choses-là, il y a plusieurs des romans qui font les nouveaux Expanded Universe qui sont disponibles. Et il m'a conseillé un qui s'appelle Shadow of the Sith, qui se passe juste avant le dernier film de la trilogie de Skywalker, la Rise of Skywalker. Puis c'est super bon. J'ai embarqué. Moi, je pensais pas vraiment triper là-dessus, mais c'est excellent. Je sais pas comment dire. C'est comme si je redécouvre du vieux canon de Star Wars comme dans le temps, quand j'en lisais quand j'étais jeune. Le voice acting est malade. Le gars, il est capable sans complètement imiter, tu vois, qu'il s'inspire des voix des acteurs d'origine. Et il y a une grosse production value aussi derrière. Il va y avoir du montage sonore, on va utiliser des effets. C'est une super production. C'est que si vous avez un abonnement premium de Spotify, il y a une bonne gamme de livres audio, pas seulement de Star Wars, mais de plein d'autres franchises et livres francophones également qui sont disponibles. Je savais pas que c'était là, mais allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Et donc, moi, j'ai commencé à... Je pense, par contre, il y a une limite d'heures par mois. Là. Je pourrais pas vous dire laquelle. Je pense que c'est des choses comme 15 heures, ce qui est un peu ridicule. Là. Ouais. Mais il y a une limite. Mais je dis 15 heures, mais citez-moi pas là-dessus. J'ai commencé à écouter. Je suis rendu peut-être à la moitié pour Shadow of the Sith et c'est super bon. Je trippe au bout. Oh, j'entends du bruit. On a une porte, quelqu'un qui vient de loin. Oui, je sais. On entend ça. On va laisser le temps à cette personne d'arriver. Cette personne mystère. Il y a 2 semaines aussi, quand Cliff est venu, j'ai essayé de le convaincre de lire du Skybound. Oui. Hein? J'arrêtais pas de dire lire du Skybound. Energon Universe. J'arrête pas d'en parler parce que je trippe au bout. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit cool, je vais acheter les trades dont Ben m'a parlé. Attendez un petit peu.
parce qu'il y a des éditions de luxe qui vont sortir des albums qui, au lieu de contenir comme 6 ou 5 numéros, vont en contenir 12. Ça va être le cas de Transformers, Void Rivals et Codename G.I. Joe. Transformers va contenir les 1 à 12 des premiers G.I. Joe, les deux premiers trades en fait. Ça va sortir en avril 2025. Void Rivals 1 à 12 mai 2025. Et Codename G.I. Joe va combiner les deux mini-séries Duke et Cobra Commander. Ça va sortir en juin 2025. On parle d'un format cartonné quand même classique. Là. On parle de 49,99 US. C'est quand même un petit peu cher, mais je pense que je pense que c'est un peu les prix pour ce genre d'affaires-là. Ah ben tabarnouche, regardez ça les amis. Salut les gars. Il est de retour et pas sous forme de POG. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, plein d'affaires, mon cher. T'as manqué des extraterrestres dans Dynasty. Oui. Wow! Qui ont enlevé qui déjà? Fallon, la fille de Blake. Oui, tabarnouche. Hey, spoiler alert, quand même. Puis juste terminer sur la nouvelle, il n'y a pas de volume annoncé pour Scarlet et Destro. Okay. Il aurait pu combiner les deux là, pour en faire un, puis finalement... peut-être j'imagine que ça va être plus tard, parce que ça fait un bout. Ça a l'air d'être un format qu'ils vont peut-être ramener, parce que tu vois, pour Transformers, The Rivals et Codename G.I. Joe, c'était marqué Book 1. Okay, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Quoique ça serait pas la première fois qu'un éditeur abandonne une série... Hein? Laurent, ça arrive ça des fois? J'ai déjà vu ça. Oui. On regarde Laurent comme si c'était de sa faute à lui. Pendant que j'ai pas mes lunettes en plus, je sais pas que vous me regardez. Laurent Gant, propriétaire de chez Planète BD, on a appris ça dans la presse aujourd'hui. Hein? Écoute, je suis à 2 doigts d'utiliser le terme les merdias. Parce que je suis systématiquement mal cité quand je suis dans le journal. Oui. Fait que croyez pas tout ce que vous lisez. Mais peut-être mettre en contexte un peu ce qui s'est passé. On est venu te voir à la boutique parce que là, on voulait comme sonder le pouls des commerçants de la rue Saint-Denis où on a installé une piste cyclable qui s'appelle Le Rêve. Le Rêve qui met le monde en maudit. Surtout le monde de Montréal. Parce que le monde, pas le monde de Montréal, le monde de l'extérieur de Montréal. Parce que le monde de Montréal, on est content de la... Moi, je suis super content de l'avoir, cette avenue de piste cyclable-là. Toi, tu pensais que ça allait réduire la circulation dans le commerce, finalement. L'ancienne administration de Planète BD avait signé jadis une pétition de gens concerned par ce qui allait arriver. Sure. Parce qu'à l'époque aussi, il faut dire que la rue Saint-Denis sortait de plusieurs années de grands travaux interminables. Oui, c'est vrai. Fait que je comprends que les gens étaient pas très chauds, mais ça n'a pas pris de temps que tout le monde, on s'est dit comme « Ah ouais, en fait, c'est vraiment bien. » C'est avantageux pour tout le monde, c'est ça? Ben, tu sais, pour vrai, je veux pas dire qu'on n'a pas perdu des clients éloignés. Qui venaient de l'extérieur Qui venaient de l'extérieur, puis qui sont comme en mode... mais tu sais, ces clients-là, ils étaient déjà en mode... fâchés. Ouais, c'est compliqué de venir ici. Je pognais sur le pont. Il n'y a pas de place de parking, tu sais. Puis je veux dire, il y a des places de parking proches, là. Il y a des parkings payants, pas chers, tout le temps libre, proches, tu sais. Ils sont méconnus, c'est pour ça qu'il reste de la place, mais ça existe. T'sais. Mais c'est ça. Fait que là, ils t'ont cité dans le journal, mais ils ont dit que tu étais propriétaire, copropriétaire de Planète BD. Moi, j'étais comme sur le bord de te féliciter. Finalement, tu as eu j'ai eu 2 jours de genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme, j'ai juste dit co-gestionnaire, puis ils tapaient pas comme du monde. Voilà. Ben, c'est ça. Bon, écoute, ça arrive. Ben, c'est ça. On va continuer avec toi, là. Ah oui, salut. Rappelles-tu des souvenirs, ça, là? Ben, j'allais dire, ces grands cris me rappellent cette aventure incroyable que j'ai vécue grâce à vous et aux membres du Patreon. non, arrête de dire qu'on n'a pas financé le voyage de Laurent. J'ai amené toutes mes factures telles que tu me l'as demandé. Ben, j'espère que tu les as gardées et que tu peux les mettre dans le derrière parce que c'est pas vrai qu'on va payer ton voyage au Japon. Hein. What? Non. C'est pas ça qu'on avait dit? Non, on n'a pas dit. Je suis pas mal sûr que ça fait des années qu'on a dit ça. Oui, je suis pas mal sûr que tu inventes des affaires. T'es devenu comme Jake quand tu substitues la réalité à ce que tu veux avoir. C'est ça. Écoute, dans ce monde où les réalités, les alternatives triomphent, je me suis dit que pourquoi pas moi? Dans le multiverse des possibilités. Voilà. Mais t'as aimé ton voyage. J'imagine que ça va être ça tes nouvelles principalement. Ben écoute, je suis pas très au fait des vraies nouvelles. Non. Mais
Oui, j'ai vécu... Les vraies nouvelles sont vraiment déprimantes. Ouais, ben c'est ça que j'ai cru comprendre. J'ai fait du rattrapage quand même. J'ai regardé Alpha en revenant. Alpha... le documentaire sur les morts d'Alpha. T'as manqué ça, toi, ouais, ben je l'ai vu de loin, là. J'ai vu l'Internet s'exciter quand je me loguais le soir à l'hôtel. Puis j'étais comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a eu des crétins, là. Puis, ouais, ben c'est ça que je me suis dit. Hein. C'est ça. On est là-dedans. On est là-dedans. Ben, pas nous autres, là, mais il y a du monde là-dedans. Oui. Mais t'as-tu... Tu sais, pour vrai, t'as été là, quoi, 3 semaines? J'ai été là 3 semaines. C'était intense. Oui. 3 semaines de voyage, c'est long. 3 semaines de voyage, c'est long, tu sais. En voyage, tu marches beaucoup, puis tu visites beaucoup. Puis le Japon, là, gros jet lag. Oui, j'aurais cru. Oui, c'était difficile à l'aller, puis là, le retour est... Cette nuit, j'ai réussi à dormir plus que 3 ou 4 heures. Combien de temps t'es revenu? C'est mercredi soir. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, mais c'est tough. L'insomnie est tough, mais oui, j'ai vécu beaucoup de moments life-changing et incroyables. Genre quoi, mettons, t'as-tu rencontré Bouddha là-bas? Qu'est-ce que il a passé dans la bouche de J'ai passé dans la bouche de Godzilla, surtout ça. La tyrolienne. J'ai vu des Bouddhas aussi, mais c'est quand même moins intense. Mais la tyrolienne, tu l'as fait, là, parce que là, t'en as parlé pendant des mois. Ouais, j'en ai parlé pendant des années. Nous dire comment ça s'est passé, cette expérience-là. Écoute, d'abord, c'est loin. Oui, c'est pas proche d'un centre. C'est pas proche de rien. Faut être motivé. OK. J'ai été motivé à faire ce running gag-là jusqu'au bout, je dois vous le dire, les gars. Oui. C'est sur une île qui s'appelle l'île d'Awaji. OK, c'est sur une île? Ouais, une grosse île, mettons, qui est pas proche de rien, mais qui est à peu près à 1 heure de Osaka, mettons. Puis qui est dans la zone radioactive que personne n'a le droit d'aller. Non, ça, quand même pas si pire. Plus loin que l'île Pérou. Ouais, plus loin. Ben, peut-être ça prend le même temps que se rendre à l'île Pérou. Mais c'est comme une drôle d'île où il y a plusieurs parcs thématiques. OK. Genre, il y a un parc Naruto, il y a un parc genre Dragon Quest, un parc Spy X Family, mais tu sais, toutes des petites affaires, en fait. Fait qu'en gros, le parc Godzilla, il n'y a pas de parc Godzilla, il y a la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. That's it. C'est pas mal ça. Fait que c'était bien le fun. J'ai fait de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Ça va l'air par exemple. La descente est à pic, non? La descente est à pic, puis elle arrête vraiment raide. Genre, j'étais comme... En tout cas, ça surprend, mais c'était le fun. Je l'ai fait. Ouais. J'ai raidé. J'ai des vidéos qu'on pourrait peut-être... Oui, on pourrait les mettre sur les médias sociaux. Ma blonde, elle m'a filmé en train de descendre. Oui, ça, je l'ai vu. Tu nous l'as envoyé à nous. Mais j'ai aussi une vidéo de... Il y avait des enveloppes de plastique pour que je mette mon téléphone, genre, sur mon chest. Okay, Sauf que, comme tu fais de la tyrolienne, t'es pas debout. T'es comme couché. Un peu sur le dos, fait que tu sais, moi je suis un peu redressé, fait que je me vois arriver dans la bouche de Godzilla, mais de la part de mon téléphone sur mon chest, tu vois le ciel, puis de monnaie t'es dans Godzilla, mais tu vois pas arriver, genre. Ouais, ils ont pas pensé ça. C'est vrai que les Japonais sont plus efficaces que ça dans leur UX. Fait que, écoute, j'étais là un lundi matin, il y avait très peu de gens. On a passé très vite. Et t'étais-tu le seul occidental ou c'était juste des occidentaux? À ce moment-là, oui. Mais tu sais, pour vrai, quand je dis très peu de gens, on était genre 6. Wow, Il y avait comme un couple plus âgé de Japonais, puis je sais pas, 2 autres personnes. Wow. Genre un père et son petit gars. C'était comme ça. J'imagine qu'à la fin de semaine, il y a plus d'affaires. La tête est-tu à l'échelle? C'est une bonne question. Techniquement, est-ce qu'elle est aussi grande que ce que devrait être la tête de Godzilla? Je pense que c'est une maudite bonne question. C'est vraiment une très grosse tête. Probablement. Faudrait que parce que c'est la tête de Shin Godzilla. Oui. Il est plus épeurant. Puis il est plus gros aussi que les premiers Godzilla. Fait que, mais... Puis il a des yeux berserk un peu. Ouais. Un peu. Puis tu sais, après, il y a ça comme... manège, là, on va dire, mais il y a aussi un genre de musée Godzilla avec des props, des films, puis des maquettes, puis plein d'affaires. Fait que tu sais, ça vaut quand même la peine d'aller checker, mais tu passes pas une fin de semaine là. Kalem, elle l'a pas fait, la tyrolienne? Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait aussi, ok. Ben oui, tant qu'à être là. Mais il faut qu'elle se rende de l'autre bord. C'est ça. Pourquoi le marcher quand tu peux le faire? Elle a filmé, tu vois Laurent qui commence à se sauver. En plus, tu peux faire le choix
de pas aller dans la bouche de Godzilla. Tu peux comme faire la tyrolienne à côté du gros Godzilla. Ben voyons donc. Oui, puis j'étais comme qui veut faire ça? Je comprends un peu l'attrait, mais je pense qu'il faut que tu le fasses dans la bouche. Oui. Mais après, tu peux le faire à côté juste pour le voir dans cet angle-là. Oui. La première expérience, c'est dans la bouche. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Là. Oui. Ouais, c'est important, c'est ça. Tu rentres dans la bouche en premier, puis après... Bon, le premier show de quelqu'un. C'est ça. God. Fait que, ben ça, c'était un grand moment. Mais sinon, le Japon en tant que tel, c'est spectaculaire. Tu as bien mangé. J'ai très bien mangé. J'ai vraiment beaucoup mangé. T'as perdu du poids, par exemple. T'as dû marcher en maudit. Oui, ça paraît. Ah ouais? Oui. Ben ça se peut. Puis aussi, ouais... J'allais dire, les affaires qu'on mange sont pas si caloriques, mais en même temps, quand tu manges plein de tempura, c'est quand même gras. T'es-tu allé voir le street vendor que je t'avais envoyé, là? Non. Mais non, J'en ai mangé d'autres. Mais j'ai beaucoup mangé de trucs de rue. Et de trucs de dep là-bas aussi. Oui, les dep là-bas, la bouffe est excellente. La bouffe est très fraîche et excellente. C'est comme genre... très varié. Il y a comme pratiquement une sous-variante de série de YouTube vidéos de YouTubers là-bas qui sont comme « Check ça! » Puis là, ils vont au 7-Eleven, puis ils sortent. Check ça, c'est un sandwich, il est gros comme 3 fois ma main, puis il coûte 2$. Moi, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un couche-tard. Oui, c'est vrai. Je travaillais la nuit. Ouais. Des fois, j'avais faim. Oui. Puis quand t'as faim dans un dep, là, t'es vraiment mal pris. Ben oui, parce que au Québec, tu manges de la crap. Là. Ben, c'est soit tu manges les vieilles sandwichs un peu d'egg à moitié vides qui sont là depuis longtemps. Puis c'est pas mal le seul consistant. Okay. Genre les petits sticks de pepperoni. Ouais, les petits sticks. Ouais, ça, pas mal ça. Ça fait jumper ton sodium, par contre. Ouais, mais tu sais, si tu veux de quoi, tu sais, sinon t'as des chips. Puis des bonbons. C'est comme tu passes pas la nuit. Tu n'as pas travaillé là longtemps, je pense, par contre, non? Oh, j'ai fait un bon 6 mois. T'as-tu été braqué? Non. Mais c'est arrivé... écoute, j'ai pas été braqué de façon armée. Non. Il est arrivé un moment où genre 15 dudes sont sortis avec chacune caisse de bière en me disant « Salut, bonne soirée ». Puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas comme risquer ta vie pour ça. Non, mais je suis comme... Surtout, je veux dire... Que puis-je, moi, le petit gars de 18 ans que j'étais face à... Tu disais quoi dans ce petit merci? Non, j'étais comme « Ah, come on, les gars, come on! » Ouais, c'est pas mal ça. Good times. Mais je me rappelle, genre le dep où j'étais a été braqué, mais une nuit, c'était probablement quelqu'un qui était familier avec la place parce que c'était comme la nuit qu'on avait notre sortie de job, là, puis que c'était comme quelqu'un d'un autre dep qui était venu remplacer cette soirée-là. Une opération digne du contre-espionnage. Criminal Mastermind. Ouais, exactement. Voilà. Bon. Mais c'est ça. Qu'ai-je d'autre à dire? Sur le Japon. Ouais. C'est quoi la chose la plus dépaysante que tu as vue? Dépaysante? Ouais, celle que tu t'as le plus marqué. Pour vrai, c'est niaiseux, là, mais l'urbanisme... Il y en a un. Mais c'est tellement différent. J'ai comme plein de photos dans mon téléphone là, qui sont juste des buildings... qui sont larges à peu près comme moi. Oui, ça, j'en ai vu des personnes, des larges comme des personnes. Ouais, puis je comprends juste pas comment... Puis tu sais, là, évidemment, je suis pas dedans, mais je comprends pas comment c'est fait en dedans, comment ça peut être... Il y a pas de place. Il y a pas de place, c'est ridicule. Puis c'est fascinant comment, mettons, tu sais, à Tokyo, j'ai vu des quartiers résidentiels, mais comme personne n'a une cour, mettons. Ce que tu penses que normalement, tu vas dans la cour de chez quelqu'un, en fait, c'est genre 3 autres maisons vraiment collées, genre. C'est comme tout l'espace est comme géré vraiment différemment. La propreté, c'est-tu vrai, la propreté par rapport à l'espace urbain? Oui, pour vrai, oui. J'ai vu très peu de déchets, ce qui est vraiment étonnant parce qu'il y a aussi aucune poubelle. Fait que les gens gardent les choses sur eux. Il y a beaucoup de suremballage dans tout ce qu'on parlait de dépanneur. OK. Genre, fait que là, t'apprends vite à demander un sac de plastique, même si d'habitude, je fais plus jamais ça, mais c'est parce qu'il faut que tu mettes tes déchets en quelque part. Puis il n'y a pas de poubelle pour jeter tes affaires. Fait que les gens les emmènent avec eux. Ouais. C'est cool. C'est ça, mais pour vrai, genre... Les gens étaient-ils... Pardon, je vais finir par la sortir, cette phrase-là. Les gens étaient-ils accueillants? C'est une grande généralisation, on s'entend. Ouais.
Les gens sont super polis, mettons. Ouais. Je sais pas s'ils sont accueillants dans le sens qu'ils sont pas genre ah salut les étrangers, on vous aime. Genre en général, ils te laissent vivre ta vie puis ouais, comme nous autres avec les Français là. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup des Français. Oui, absolument. J'ai entendu beaucoup de Français chialer dans mes 3 semaines. Bon, c'est le fun. Étonnamment. Qui chialent à Montréal, puis ils chialent au Japon. C'est ça. C'est le fun. Non, mais les Japonais sont super polis puis bien organisés. Ils sont nombreux. Ouais. Oui, j'ai entendu dire. Genre, est-ce que genre rendu à mi-chemin, on était à Osaka. Oui. Puis Osaka, ça m'a brisé d'être overcrowded. Genre, c'est la 2e plus grande ville du Japon, je pense. Mm-hmm. Mais comme Tokyo, c'est vraiment grand. Fait que comme il y a beaucoup de monde, mais il y a moyen que ça soit aéré un peu, tu sais. Ouais. Mais Osaka, genre, j'ai jamais été bousculé constamment que... peu importe à quelle heure du jour ou de la nuit ou peu importe où t'es, il y a tout le temps du monde, puis il y a tout le temps, genre, t'es tout le temps dans le chemin de quelqu'un, là, il y a pas moyen de genre t'arrêter un coin de rue 2 secondes, voir où est-ce que tu t'en vas, t'es emporté par un flot, genre. Aïe, j'ai chaud t'en parles. Non, je n'irai pas là. Non. Ben, c'est une expérience, mais j'avoue que... Avez-vous été dans un bar japonais, genre un petit bar de quartier, là, où vous êtes vraiment pété la fraise avec ouais, on a été dans un bar de whisky. Oh yes. Et puis on a perdu l'habitude de la fumer dans les bars. Ah non, le monde fume là-bas, c'est vrai. Ouais, en fait, je suis content de plus fumer parce que... Vous avez pas fumé là-bas. Non, mais c'est parce qu'il y a comme aucune... Genre, tu peux pas fumer dans la rue. C'est comme vraiment... Dans les bars. Ouais, dans les bars où des fois, il y a des places que c'est comme... Ah oui, il y a une genre de salle de fumeurs, là. Puis là, tu t'es comme avec 3 messieurs dans une salle où genre plus personne se voit parce que c'est méga fumé, genre. Puis je suis comme, je suis content de pas vivre ça, en fait. Mais ouais, ça fume dans les bars, ça. J'avais oublié c'était quoi. Ouais. Mais sinon, écoute, vu qu'on était très jet-lag aussi, moi, en général, la première semaine, je tombais à 8-9 heures, là. J'étais comme, salut, bye. Je peux plus gérer rien. Mais, fait qu'on n'est pas tant que ça sorti. Genre, c'est une chose qui m'aurait manqué. J'aurais aimé ça aller voir un show de quelque chose. Ouais. Mais, de 1, je tombais vite. Puis de 2... tu sais, ici, je fais ça, genre, j'ai des événements Facebook, mettons, que je peux chercher. Puis là, je pense qu'au Japon, ils sont moins... Les show listings sont ailleurs. J'ai pas tant trouvé où. Okay. Fait que, écoute, ça sera pour une prochaine fois. Mais ouais, je pense que oui. Pas tout de suite. Je vais apprendre un bon bain de pouvoir marcher dans la rue sans être bousculé. Puis... Mais tu sais, c'est ça aussi, quand tu visites des places... Tu fais les affaires de touristes. Là. Ouais. Puis c'est correct la première fois, puis après, t'affines, tu te prends des notes, t'es comment ça va l'air cool, mais c'était plus loin, j'avais moins de temps, mais tu sais... T'as-tu sorti ton japonais, finalement? Un petit peu, mais il est vraiment pas assez évolué pour... des conversations. Pour des conversations. Fait que c'était comme un mélange de plutôt... Pas des phrases complètes, des mots, puis des mots en anglais, genre. Un amalgame de tout ça. J'étais vraiment content quand même de... Tu sais, ce peu de japonais n'a pas été vain. D'avoir appris les kanji pour oki puis chisai, qui sont les mots pour petit et gros. Pour savoir de quel bord flusher le pipi ou le caca. Ça m'aurait été utile pour ça. Bon. ça aurait servi à ça. Ben, écoute, j'étais comme, ah oui, je comprends ce que ça veut dire. C'est quoi? Je pense pas que ça aurait été dommageable. Sinon, on sait pas. On sait pas. Mais, ouais, c'est quand même... écoute... C'est dur, c'est une dure langue, le japonais. Oui, c'est tellement à l'opposé de comment nous on communique. Oui, beaucoup. Ouais. La structure est déstabilisante, comme d'autres choses. Sinon, j'étudie entre tradition et modernité, le Japon. Ah oui, ça aussi, c'est une affaire que j'ai pu comprendre. Ben, pour vrai, c'est super cliché, mais comme je me le suis dit vraiment plein de fois, le nombre de fois que tu tombes sur un petit temple qui est clairement plus vieux que tout ce qui existe au Québec, entre deux gigantesques buildings qui ont comme pas de sens, puis qui ont des lumières partout, puis un écran LED en 3D, genre. C'est Blade Runner. Ouais, un peu. Ah, d'ailleurs, je suis allé... genre, la dernière journée, on est allé dans un bar cyberpunk
de Tokyo, dont le nom m'échappe là, mais qui était très, très inspiration Akira. Genre, il y avait un jacket de Canada là, sur une chaise, genre, comme grosse ambiance techno, tu sais. Puis là, quand le gars, il a su qu'on venait de Montréal, puis il était comme « Ah, connaissez-vous cette place-là qui a commencé à nous suivre sur Instagram? » Puis c'était le restaurant No Tokyo. Oui, le restaurant de nouilles d'inspiration, justement, Blade Runner. Ouais, puis c'est ça, j'étais comme « Ah oui, ils sont vraiment cool, mais comme vous êtes un peu différents, parce que les deux, vous êtes cyberpunk, mais genre, eux sont très Blade Runner, vous êtes très Akira. » Vous avez chacun vos thèmes, tu sais, mais... C'est donc malade, même dans l'autre bout du monde. Ouais, c'est comme... mais il y a eu un moment weird où j'étais à Hiroshima et on se dirigeait à une bibliothèque de manga. Qui est comme... Littéralement, c'est genre une bibliothèque publique, là, comme on la connaît, mais juste de manga. C'est quand même vraiment gros, mais c'est genre... Des mangas. C'est ça. Les gens, bon, là, ils empruntent des livres puis ils les rapportent, puis c'est quand même vraiment cool. Puis c'est comme un peu sur un équivalent de Mont-Royal, mettons, une mini-montagne, tu sais. Puis on allait là, puis on était un peu perdus, puis là, il y avait un petit gars qui lisait des mangas, fait que comme ma blonde est comme « Ah, tu sais, la bibliothèque de mangas, c'est-tu là, tu sais? » Puis là, il est comme oui, c'est là. Ah, attendez. Puis il était comme Navigator. Genre, il était comme je vais vous amener, tu sais. Puis là, il était comme vous venez. Tu sais, il demande on vient d'où. Puis on était comme on vient du Canada. Puis il était comme Canada, vous parlez français, le Québec. Puis j'étais comme quoi? Ce petit gars de Hiroshima de genre 10 ans connaît le Québec, puis il sait qu'on parle français. C'est comme dans ma tête. Comment ça s'est rendu? J'ai tout le temps l'impression que personne sait que le Québec existe. Ben, pour vrai, tu sais, à part dans la francophonie, ouais, c'est ça. J'ai pas l'impression que, tu sais, en tout cas, d'expérience, les gens savent pas trop que le Québec c'est quoi, puis que ça parle français, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Non plus. Mais lui, il était au courant. Mais lui, oui, puis tu sais, genre, il est pas comme moi, j'ai vaguement entendu, là, tout de suite, il était comme « Ah oui, le Québec, vous parlez français? » Puis je suis comme « Comment? Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? » Ils apprennent, justement, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'était un moment déstabilisant, quand même. Bon. Excellent. Tu vas te faire d'autres trucs après, Laurent, sur... Oui, ben, j'ai des nouvelles. Des genres de vraies nouvelles. Ouais. D'ailleurs, j'ai failli t'appeler aujourd'hui pour commander mes BD pour Noël. Ah. Puis je voulais te dire, je peux-tu parler au copropriétaire de Planète BD, mais je l'ai pas fait. Bon, écoute, je demain. Je le ferai demain. Je fais que je t'annonce ma blague à l'avance. Oui, On va continuer avec Simon. Wow, c'était beau, wow. J'ai commencé à inspirer, puis là, j'étais plus capable d'arrêter. J'étais plus sûr que c'était un éternuement qui s'en venait ou pas. Je me demandais si elle exploser. Ouais, non, détonateur vivant. Je vais juste vous parler d'un film que j'ai écouté, à la place de plein. Oui. Juste un qui m'a marqué dernièrement. Ça s'appelle Flesh and Bullets. Un film de 1985, bien que le look, on dirait que c'est 79. Là. C'est souvent ça. C'est réalisé par un certain Carlos Tobalina, qui est un gars qui fait du porn. Mais là, ce film-là, ce n'est pas un porn. Okay. Et j'ai de la misère à décrire c'est quoi, mais le style, mais je vais vous raconter un peu l'histoire. Mm-hmm. Fait que là, ça commence. Il y a un gars qui s'en va faire un vol dans une banque. Et tout est un peu off, là, genre l'acting est tout croche, le montage, le son. Puis là, il arrive au comptoir de la banque, puis il pointe son gun, puis donnez-moi de l'argent. Puis là, il dit, avant qu'il rentre dans la banque, en fait, il a donné 2 sacs à 2 itinérants, puis il leur a dit, rentrez avec moi. Je vais vous donner comme un 50 sous après. Puis là, il reste proche de la porte, puis là, pendant qu'il fait le cambriolage, il dit... Puis là, si vous appelez la police pendant que je m'en vais, ces 2-là vont faire sauter des bombes, checker leur sac. Puis là, fait que là, les 2 itinérants sont pas au courant. Puis il y a tout, tu sais, l'imbroglio de tout ça. Mm-hmm. Puis là, après, ben finalement, toute cette longue séquence d'à peu près 15 minutes était un rêve. Ah, ça, c'est bon. Puis là, le gars, il se réveille. Puis là, il dit... Ah, quand ouais. c'est des longues séquences, puis c'est élaboré. Là. Ouais. Fait que là, on sait pas si les itinérants ont eu leurs 50 cents. C'est ça que tu me dis? Ouais, puis... En fait, non, il leur donne le 50 cents quand il s'en va.
Puis là, la scène continue sans que lui soit là. Fait que pendant son rêve, il a imaginé des scènes. Ça marche pas, ça, pour moi. C'est ça. Je mets la ligne là, moi. Puis là, dans son rêve, pendant qu'il s'en tourne chez eux, après avoir fait le cambriolage, il dit, bon, là, je vais avoir assez d'argent pour payer ma pension alimentaire. Puis là, il se réveille. Puis là, il dit, je suis tanné, là, je fais des rêves de même, là, puis là, il faut que je trouve de l'argent pour payer ma pension alimentaire. Puis là, lui, il s'en va, il décide d'aller à Vegas parier un peu pour se renflouer pour payer sa pension alimentaire. Ça, c'est toujours une bonne décision de champion. Puis là, une de ses décisions aussi, c'est de se payer une prostituée. Fait que là, il faut. Puis là, la prostituée a dit, j'ai tellement aimé ça, la prochaine fois, je vais te le faire gratuit. Parce que ça marche dans même. C'est clairement écrit par un gars. Et ça va l'aider à payer sa pension alimentaire? On sait pas trop. Là, il s'en va au bar. Puis là, au bar, il y a un autre gars qui est là. Puis là, l'autre gars, il a l'air déprimé. Puis là, il y a une autre prostituée qui arrive puis qui sollicite l'autre gars. Puis là, il dit, écoute, moi, j'ai pas d'argent. Puis là, faut que je paye une pension alimentaire. Puis là, j'ai des problèmes. Fait que là, l'autre gars, il entend ça, tu sais. Puis là, la fille se retourne, elle essaie de creuser l'autre personnage qui arrive au début, puis là, il dit non, puis de toute façon, j'en ai une gratuite à cette heure. Fait que là, elle s'en va. Il dit pas, moi aussi, j'ai une pension. Non, mais il dit à l'autre. En fait, il commence à jaser avec l'autre, là. Il dit, tu sais, comme j'ai entendu ce que t'as dit, puis là, ça a l'air que t'as des problèmes, puis là, ouais. Puis là, tu sais, si on pouvait, tu sais, je pense que le seul moyen, là, c'est que je me débarrasse de ma femme, là. Puis là, l'autre gars, il dit, viens avec moi. Puis là, ils s'en vont ailleurs, dans un autre endroit où ils peuvent jaser sans que personne écoute, comme le barman. Ouais. Puis là, nos deux personnages racontent leur histoire. Fait que là, t'en as un... celui qui rêvait est un ancien du Vietnam. Puis là, ah non, mais attends. Avant, c'est vrai. Là, les deux, ils se disent... c'est ça. Nous autres, là, le seul moyen là, qu'on pourrait se débarrasser, qu'on n'a pas à payer de pension alimentaire, là, ça serait de se débarrasser de nos femmes. Puis là, ils se disent, hey, toi, tu pourrais te tuer ma femme, puis moi, je pourrais tuer la tienne. Comme ça, il n'y a aucun lien. Fait que là, ça se tient. Fait que là, ils se disent, logique de jambon. Puis là, après, ils disent, mais t'es-tu capable de tuer? Fait que là, il y en a un qui dit à un moment donné, j'ai tué. Là, c'est tellement wrong parce que le film, il y a comme. Il n'y a pas de héros, là. Les deux personnages, ils disent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Comme là, le gars, il dit, à un moment donné, il y a deux gays qui m'ont insulté, puis là, je les ai retrouvés, puis là t'as le flashback, puis là, il va tuer comme deux motards gays, random. Fait que là, il dit, je suis capable de tuer. Puis là, l'autre, il dit, j'étais un vétéran du Vietnam, puis là, j'ai tué beaucoup de Vietcong. Excusez. Puis là, on voit une scène où il descend des femmes et des enfants avec une mitraillette. Puis là, on revient, puis là, il dit, OK. Mais là, le deal, là, c'est que si tu tues pas ma femme, puis moi, je tue pas la tienne, va falloir qu'on se tue, nous. Fait que là... C'est pas drôle, mais c'est... c'est quand même... C'est ridicule, là. Con, là. C'est vrai con. Fait que là, c'est ça. Le deal, c'est que si un des deux tue pas l'autre, ben l'autre, en tout cas. Non, le gars, il est tellement réalisé de la porn qu'il savait plus comment ça marche la vie réelle. Il y a ça. C'est ça a pas de bon sens. Puis aussi, il y a personne de connu dans le film, sauf des caméos de vieilles stars d'Hollywood, dont César Romero, qui jouait le Joker dans les vieux Batman. Ouais. Que c'est lui qui a... qui joue le juge, qui a donné la pension alimentaire à payer au gars. Puis il est là juste pour ça. Il y a sa petite moustache? Oui, il y a une moustache, oui. Puis là, c'est ça. Fait que là, les deux commencent à suivre la femme de l'autre, tu sais. Puis là, pas celui qui rêve, mais l'autre, je vais l'appeler le blond, parce qu'il était blond, il dégonfle les pneus du char de la madame, de la femme. Puis là, il réussit comme à dire « Hey, vous avez des pneus dégonflés, je peux l'arranger. » Puis là, il commence à jaser avec pour, tu sais... Il tombe en amour avec, je sais bien ça. Exact. Lui, il tombe en amour avec. Mm-hmm. Puis là, il y a une scène après qu'il aille fourrer
Parce que ça arrive super vite, évidemment, parce que c'est un réalisateur de porn. Il est dans son char, puis là, on l'entend comme en réfléchir, puis là, il est comme « Yes! Je l'ai fait venir plein de fois, puis je suis venu plein de fois. Ah, c'est cool, mais là, faut que je la tue, c'est vrai. Ah, motadine! » C'est mon interprétation francophone, évidemment. Ouais. Fait que là, il y a ça, puis l'autre, ben, c'est la même chose qui arrive. Il suit la fille, puis là, il se met comme dans un groupe de AA, là, d'anciens alcooliques. Puis là, il commence à jaser avec. Puis là, finalement, il faut... il tombe en amour. Il y a une scène à un moment donné où ils vont faire un pique-nique dans un endroit où il y a comme des mettons, ça a l'air d'un parc national où c'est des roches. Ouais. Puis il y a un tremblement de terre, puis il y a une très évidente fausse roche qui tombe sur... qui s'en va pour tomber sur eux, puis là, elle le sauve. Fait que là, il est comme, elle m'a sauvé la vie, je peux pas la tuer, puis je l'aime. Fait que là... Dans cet ordre-là. Ouais. Puis, mais c'est vrai, il y a Robert Zdor, un moment donné. Ah, le gars avec le gros menton. Qui est un gars qui a daté la fille qui est comme celle qui sort avec le blond maintenant. Puis là, il est comme un peu après, puis lui, il défend la fille contre Robert Zdor. Fait que tu sais, là, ça va bien. Puis là, sauf que tout le long, ils sont en train de se dire ouais, mais là, ça veut dire qu'il faut que je tue l'autre là, si je suis en amour. Fait que là, shit. Puis là, à un moment donné, vers la fin... Oui, puis là, ça règle pas leur problème de pension. Non, ça veut dire... même si tu l'autre, il y a quand même une pension à payer. Ben, en fait, c'est ça. C'est que s'ils se remarient, ils n'ont pas à payer. Ah, je suis pas sûr que ça marche de même. Pas sûr que ça marche de même. Dans le film, ça marche. Non, c'est ça. Dans le film, c'est de même, mais bon. Ça marche pas comme ça. Parce que là, ils vont avoir trouvé un homme pour s'occuper d'eux. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ils n'ont pas à payer. Puis là, vers la fin, les deux, ils décident, bon, là, il va falloir se rencontrer puis se tuer. Fait que là, il y en a un qui se met un gilet pare-balles, puis là, il dit « Hey, l'autre, il n'aura pas pensé à un gilet pare-balles. » Puis là, l'autre, il est comme « Ah, je mets un gilet pare-balles, j'ai pas pensé. » Puis là, si vous voulez voir le film, je spoilerai pas, mais si vous voulez que je spoil, je vais le faire là, mais avancé de 2 minutes. Là, les deux dudes se rencontrent dans un endroit, comme dans une cage d'escalier, là. Il y en a un qui attend à l'autre avec son gun. Puis là, l'autre, il ouvre la porte, puis là, il voit le gun, puis là, il fait « Ah, t'es déjà prête, hein? » Puis là, « Ouais. Mais une affaire, tu l'as-tu tué, ma femme? » Puis l'autre, il dit « Ben non, je tombe en amour avec. » Puis là, l'autre, il dit « Ah, c'est ironique, moi avec. » Fait que là, les deux, ils se font un hug, puis c'est le film fini. C'était incroyable. Mon Dieu, c'est un voyage. Puis parce que tout le long, tu te dis, tu sais, comment ça va virer? Est-ce que tu sais, ça va, comme tu vas avoir de la violence? Puis ils se font un hug, puis c'est tout de suite là, la fin générique. Il me semble que ouais, ou sinon, tu sais, on les voit avec leur blonde, puis tu sais, il y a comme une... C'est comme... Ah, man. Mais c'est juste... c'est 2 déchets, là. Oui, c'est 2 déchets, mais ça finit bien pour eux. Ben, tant mieux. C'est comme... Eux, quoi? C'est pas... C'est quoi la morale? La morale. C'est un film qui en a pas. Non. Tout film n'a pas besoin d'avoir une morale, mais c'est une éthique douteuse. Fait que ça s'appelle Flesh and Bullets. Il y a un DVD qui est sorti par Vinegar Syndrome. Mais je pense qu'ils ont sorti un Blu-ray aussi, mais c'est sold out, sauf que vous pouvez évidemment le trouver... je pense que sur Amazon, il est là. Sinon, évidemment, sur... C'était quoi déjà? iTunes.videotron.com. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai vu qu'il y a un site qui s'appelle Cult Pix. En tout cas, il y a une place que vous pouvez streamer. Fait que ça se trouve. Ouais. C'est vraiment c'est spécial. Peut-être éventuellement sur Tubi. Ouais. Je vais en faire à la Tubi. Ça, il y a bien des chances. Ouais. Fait que c'est ça. Je voulais juste parler de ce film-là parce que c'était assez. Là. Ah boy. OK. Hey, je vais vous annoncer de quoi qui vous manque dans vos vies, messieurs. Là, je parle pas de l'amour d'une tierce partie. Voilà, ça, je m'en aurais besoin. C'est bon. Fox est en train de développer un game show basé sur la boutique de jouets Toys R Us. OK. Ça va s'appeler Toys R Us Family Face-Off. Donc, on va mettre des familles dans un Toys R Us reconstruit. Avec, c'est ça, dans une boutique qu'on nous dit plus grande que nature, sans donner de détails.
puis qui va être rempli de jouets tirés de la nostalgie puis de la culture populaire. Donc, probablement le genre de jouets qu'on avait dans les années 90. Là. Ouais. Puis on va faire affronter des familles là-dedans. OK. Je sais pas comment. Ça n'a pas été spécifié. Mais sachez que ça s'en vient. OK. Genre combat mortel ou... Ça, j'écouterais ça. Mais non, shit. j'ai l'impression que ça va être comme genre un... Tu sais, mettons comme... je sais pas, ils vont... Remplissez votre panier. Plus vite, puis des cossins de même, là. Puis en fait, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'ils sont en train de développer ça. Puis du coup, j'étais, voyons, il me semble que Toys R Us, ça a fait faillite, puis en même temps, ça n'a pas fait faillite. Ben, puis... c'est ça. Hein? Puis là, j'étais allé... Ça a fermé, mais pas vraiment. Ben, c'est ça, j'étais allé regarder, puis finalement, ça a fait faillite en 2017, puis tous les magasins ont fermé en 2018, puis la brand a été achetée du côté du Canada, puis a été achetée aussi du côté des États-Unis, où depuis 2021, on commence à réouvrir certains emplacements. OK. C'est genre des petits magasins ici et là, puis au Canada aussi. Puis c'est deux entreprises qui sont maintenant distinctes. Donc, t'as Toys R Us Canada et Toys R Us US. Ils sont possédés par des intérêts qui sont pas les mêmes. OK. Puis c'est la même brand, mais ils n'ont pas tant... À ma connaissance, de ce que j'en comprends, ils n'ont pas de lien d'affaires. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Puis au Canada, ça a été racheté par je ne sais plus quelle firme d'investissement. Puis aux États-Unis, ça s'appelait WHP Global. OK. Voilà, c'est tout. Fait que voilà, éventuellement, il va y avoir un game show de Toys R Us. Wow. Au petit écran, puis je suis quand même intrigué, je dois dire. Juste pour le facteur nostalgie. Ouais, ouais. On dit on va mettre de la nostalgie, puis des jouets qu'on peut reconnaître. Je me demande ce qu'ils vont faire exactement. Ouais, c'est particulier. Yep. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer avec toi, mon cher Laurent. Moi, je me suis déjà perdu au Toys R Us quand j'étais petit. Tu t'es perdu ou J'ai pleuré. Wow. Quel âge que t'avais? Je sais pas, 3 ans. Oh mon Dieu, t'as quitté tes parents, t'es parti à courir? Qu'est-ce que Non, t'as fait? mes parents m'ont quitté. Tes parents t'ont laissé? Ben, je pense que c'est moi qui suivais pas parce que j'étais trop absorbé par un jouet, puis eux, ils ont continué leur chemin. Puis après, j'étais seul au monde et j'ai pleuré. Oh mon Dieu, t'as-tu? Ils m'ont donné un suçon puis un macaron. T'as dû avoir peur, par Puis ils ont appelé les parents du petit Laurent, ils ont demandé. Ça a pris combien de temps avant qu'il arrive? Bon, 1 minute. OK. Un grand traumatisme. Il est encore dans le magasin. Oui, il est encore là. C'était un souvenir core. Ouais. Ils t'ont cherché ou s'en sont rendus compte quand ils l'ont collé à c'est une bonne question. Je sais même pas si on les appelle. Appelle-les. Ouais, c'est live. Ouais. Live, là. T'es pas game. Ben, ça risque d'être chaotique. Ouais. Plutôt. Je vais vous parler de 2 films que j'ai regardés dans l'avion en revenant parce que c'est loin du Japon. T'as dû écouter au moins 2-3 séries. J'ai regardé 3 films à l'aller, 3 films au retour, puis c'est parce que je m'étais amené des gros livres aussi parce que... Tu sais, j'ai pas passé par le chemin logique non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas... parce que maintenant, il y a des vols directs. Là, oui, c'est des vols de 18 heures. Genre. Qui passent vers l'ouest. Mais moi, j'ai plutôt fait un vol qui faisait une escale à Munich, plus un autre vol. C'est-à-dire que, mettons, mon retour, c'était genre 15 heures de Tokyo-Munich. Puis après, un autre 7 heures de Munich-Montréal. Pourquoi t'as fait ça comme ça? Les billets étaient vraiment pas chers. OK. Moins cher que si t'avais pris le vol direct. Voilà. As-tu écouté des films d'avion? Non. Des films catastrophes des années 90-70. Hey, je me suis demandé si je regardais le nouveau Twisters dans l'avion. J'étais comme, mais je l'ai pas fait. J'ai choisi. Moi, je dis oui, ouais. Oui. Écoute, j'aurais pu. Mais non, il n'y avait pas de... S'il y avait eu Airplane, je l'aurais fait. Ah ouais. D'ailleurs, le réal est décédé récemment. Ah oui, le gars qui était derrière ces films-là. Un des 3, là. Celui qui a fondé ce genre de genre. Là. Zucker? Ouais, Mark Zucker. Non, c'était pas un Abrams qui est mort. Ah, man, parce que je l'ai mentionné, j'ai oublié. Je pense que c'est un des Abrams. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort, puis il a fait les Airplanes. Ouais. Il a fait Airplanes, il a fait Naked Lunch. Pas Naked Lunch, excuse-moi. Je mélange tout le temps avec l'autre. Naked Gun. Naked Lunch, c'est un autre trip. Ouais, imagine c'est le gars derrière Airplane puis Naked Lunch. Ça serait malade. Wow. Quel pitié. Mais tu sais, le gars qui a comme fait Chernobyl, il a écrit quoi déjà avant? Les Scary Movies. Les Scary Movies. Ouais, c'est ouais. ça. Fait qu'il y a un lien. Il y a un lien quand même. Quand même. Puis il a fait les deux. C'est comme quoi, hein? On peut pas être défini que parce qu'on a déjà fait dans le passé. C'est le fun. Ben non, c'est vrai. On peut se réinventer. C'est bien, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Exactement. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si on a déjà parlé de ça au show. Le film I Saw the TV Glow.
Ça me dit quelque chose. Non, c'est... Pas dans les épisodes que j'ai allé. Non. Je pense que Charlotte a dit qu'elle l'avait écouté et elle avait pas aimé ça, mais en même temps, elle a jamais écouté un film d'horreur qu'elle a aimé. Oui, mais aussi, c'est pas un film d'horreur. Ouais, Charlotte est victime de ses attentes souvent. Oui, oui, clairement. et des critiques de 30 secondes sur TikTok qu'elle consomme. Voilà. C'est un film par un .e, réalisateur-is. Des fois, ces affaires-là, je sais pas, à l'audio. Comment t'as dit ça? Réalisateur-is? Réalisatrice. Non, c'est une personne non-binaire. Ah, ok, excuse-moi. Ok. Voilà. Je pense que ça avait de la misère à lire. Non, j'ai de la misère à m'adapter à mon époque. Je pensais que tu faisais un CV, le live. Non. Ça a l'air que c'est ça qu'on dit que j'ai appris sur le petit coin beurré en fin de semaine. On les salue. Réalisatrice qui s'appelle Jane Shaw Brown, quand même un nom féminin, mais néanmoins, qui parle en gros d'un ado, un jeune, qui est joué par Justice Smith, of Detective Pikachu fame. Oui, qui est bon, il est très bon cet acteur. Il était aussi dans Transformers The Bumblebee. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je dis ça, mais il était aussi dans The Get Down, puis j'ai bien aimé ça. C'est aussi le gars qui est dans Dungeons and Dragons. Oui. Ouais, c'est un gros pedigree. Un gros pedigree. C'est bon, CV. Détective Pikachu, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai quand même aimé ça. Mais tu vois, là, c'est un choix plus indie que tout ce qu'on vient de nommer. Là. C'est vraiment un film un peu lo-fi et un peu néon. Puis en gros, c'est lui, quand il est petit, qui est comme un jeune introverti qui a vraiment pas d'amis, mais qu'il se fait comme une autre amie weird, puis qu'ils se mettent à triper ensemble sur un show de télé qui s'appelle The Pink Opaque. Puis là, c'est un film qui dure dans le temps. Genre, il triple là-dessus. Une monnaie, elle disparaît, elle quitte la ville sans avertir personne. Puis là, il se retrouve des années plus tard. Puis je veux pas spoiler rien. C'est un film que, genre, je me suis un peu dit, je suis peut-être un peu trop vieux pour ça. Puis que ça a l'air... Ou je suis peut-être un peu trop straight pour ça, parce que ça a l'air aussi... Je pense que c'est un film qui parle beaucoup d'avoir peur de son identité profonde, puis de pas vouloir trop creuser parce que ça fait peur, puis d'être différent, puis de s'investir beaucoup dans... Là, c'est un show de télé un peu nerd, là. Moi, j'avais vu des critiques de gens queer qui étaient comme... tu sais... c'est ça. Je pense que ça parle avec beaucoup... ce film-là. Ça parle beaucoup de ça, clairement. Je pense pas que... ça me parle directement comme ça, mais c'est quand même un film que finalement, ça fait une semaine que je l'ai vu, puis il m'habite beaucoup. Tu y as repensé souvent. En fait, j'y repense souvent, puis je suis comme, peut-être que ma première impression est comme... C'est pareil comme Flesh and Bullets. Oui, oui. Faut pas je me retrouve à payer une pension alimentaire. Oui, non, c'est ça. Non. Écoute, je tuerais ta femme, si jamais... Attendez, faites attention, vous pourriez tomber en amour. Oups! Mais ouais, c'est ça, c'est un film qui m'a beaucoup déstabilisé, puis c'est ça qui m'habite, puis qui est super dépressed. Pour vrai, je m'attendais pas à ce que ça aide dans cette zone-là de contemplation du void dépressif. Ça me tente pas, là. Ouais, peut-être que t'es pas dans le bon état en ce moment pour checker ça, mais en même temps, ça m'a aussi rappelé comment, comme moi, à peu près à la même âge que les personnages, j'étais très investi, pas aussi de façon maladivement à n'oublier qu'est-ce qu'est la réalité, mais genre dans X-Files ou ces affaires-là. C'est aussi très, très, malgré que c'est fait par des gens plutôt jeunes, je trouve que c'est très, très dans une nostalgie de la télé en direct, puis de genre... mais là, tu me parles. Pas manquer ton épisode parce que tu sais pas si ça va être diffusé un jour ou quand, puis genre de se passer des VHS d'épisodes qu'on a manqués, puis de genre, oh mon Dieu, il passe enfin le pilote que, tu sais, comme... Qu'on a vu, une fois. Que j'ai vu ça dans des guides, là, de... Tu sais, moi, je m'achetais des revues de X-Files au dépanneur, là. Je aussi. Tu sais, des guides des épisodes, puis j'étais comme, oui, toutes ces 3 premières saisons-là, ça a l'air bon, et genre, hey, Tooms, ça a l'air d'un méchant crackpot, tu sais, genre... Moi, j'avais manqué le premier épisode, puis là, ils ont commencé à sortir les VHS, là, j'étais comme, c'est ça, tu sais, fait que c'est très, très dans
cette zone-là aussi qui m'a quand même bien parlé, malgré qu'il y a tout un sous-texte qui est moins dirigé à moi directement. Là. Bref, je pense que c'est quand même un film qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Je suis comme pas mal... Attends le titre, s'il te plaît. I saw the TV Glow. J'ai vu la télé. Je crois qu'il est disponible sur Crave au Canada en ce moment. Ouais, je pense que ça se peut. Ouais, je l'ai vu passer. Puis sinon, j'ai regardé un autre film duquel je ne savais rien du tout, qui s'appelle Polite Society, une société polie. Avez-vous regardé la série de Miss Marvel? Oui, jadis, oui. Avez-vous apprécié la dynamique familiale que vous y avez Pour vrai, oui. Moi, c'est un des points forts de la série, selon moi. Je suis très d'accord avec ça. Moi, c'est ce que j'en ai gardé. Mais prenez tout ça, là, le banter fun de famille immigrée pakistanaise, mettez-les dans un mood un peu plus Scott Pilgrim, mettons. Wow. C'est-à-dire que du monde qui se bagarre, c'est vraiment over the top. En gros, c'est pas mal ça. Là. C'est genre, c'est deux... c'est une adolescente qui, genre, rêve d'être cascadeuse. Puis là, sa grande sœur qui est comme une artiste qui a un peu quitté l'école d'art, puis que là, elle cherche, puis là, elle va se marier avec un gars que sa jeune sœur est comme, non, t'as pas rapport, ce gars-là, genre, il va te faire de toi un trophy wife, puis tu vas être juste à la maison à y servir à le torcher. Puis c'est pas ça ton destin. Puis là, elle décide qu'elle sabote ce mariage-là. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. C'est drôle, c'est bien écrit, les personnages sont fun, il y a de l'action, c'est beau. Il y a de l'action? Ouais, non, parce que... Parce qu'il y a du combat. Oui, parce qu'il y a des bagarres. Puis plus ça va, plus t'es comme, OK, mais là, ce film que je pensais que Grande dans la réalité, c'est en train de devenir vraiment over the top. Mais pour vrai, la raid est vraiment le fun, puis je le conseille beaucoup. Là. J'ai comme vraiment eu un fun noir, puis genre, j'ai ri fort dans l'avion en le regardant. Bon. Fait que checker ça, par contre, je pense pas qu'il est il est comme louable sur Apple, puis peut-être Amazon, mais je pense pas qu'il est sur d'autres plateformes. Allez voir sur Just Watch. Ouais. C'est le meilleur site de registre de trucs en streaming. Effectivement, mais pour vrai, checker ça, ça s'appelle Polite Society. C'est fait, réalisé par une réalisatrice anglaise qui s'appelle Nida Manzoor, que je soupçonne d'être aussi genre seconde génération d'immigrantes. Je sais pas si elle est pakistanaise comme ses personnages, mais voilà. OK. Ça a l'air cool quand même. Moi, j'avais fait le tour. J'avais tout. Est-ce que vous, messieurs, vous aviez des affaires encore? Je pense que si on me demande pas une autre affaire, c'est correct. C'est parfait. Toi aussi, Laurent? Ou t'avais un dernier truc? J'ai un dernier truc parce que c'est une BD que j'ai lue avant de partir en voyage. Mais je pense que j'ai le bon public ici. C'est un album qui est sorti, ça fait plus qu'1 an. En fait, puis je sais pas, je l'ai lu là, mais c'est encore pertinent. Ça s'appelle Les Guerres de Lucas. C'est fait par 2 Français. C'est chez un éditeur que je ne connais pas qui s'appelle Demain Édition. Puis c'est vraiment sur George Lucas et ses débuts en tant que réalisateur et le tournage de tout le premier Star Wars. Fait que c'est vraiment un livre, une BD super bien documentée sur... c'est ça, avec des anecdotes de tournage, ses déboires financiers, tous les gens qu'il a dû convaincre pour mettre de l'argent dans son film, les nombreuses réécritures qu'il a dû subir, puis tout. Puis pour vrai, je pensais que ça serait genre d'affaire un peu documentaire, que d'habitude je me tiens loin, parce que c'est un peu didactique, puis tout, mais genre le découpage, puis la façon que c'est raconté, t'es vraiment investi, puis je suis pas le plus gros nerd de Star Wars, là. J'aime ça de façon casual, mettons, mais j'ai vraiment comme trippé. Je trouve que le livre il est vraiment bon, il se tient tout seul, puis pas juste si tu t'intéresses vraiment beaucoup à Star Wars, là, puis pour vrai, c'est cool. Je ferai ça, Les Guerres de Lucas. Excellent. Moi, en fin de semaine, plutôt vendredi dernier, je suis allé au Salon du Livre de Montréal. Je suis allé faire un petit tour. Denis Talbot lançait sa biographie. Fait que je suis allé acheter une copie, me faire signer. J'étais allé voir les amis de chez Fronfoy, une nouvelle adresse. On fait le tour. C'était vraiment sympathique. Et j'ai croisé notre ami Denis Rodier qui, la dernière fois qu'on y avait parlé, il venait de sortir La Bombe chez Glénat aussi, je crois, jadis. C'était chez Glénat. Et qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle La Troisième Caméra. Je ne l'ai pas fini encore, donc je ne peux pas vous en parler en détail, mais c'est l'idée qu'à l'époque du Troisième Reich, les photographes officiels du parti avaient 2 caméras pour prendre des photos de propagande, et il y en avait une garde, une troisième souvent,
pour prendre des photos qu'il n'était pas supposé prendre. Et c'est l'histoire d'une de ces dites caméras après la chute de Berlin et du Troisième Reich et du parti nazi. Donc, c'est comme tout ce que Denis fait là, absolument bien documenté, ça coule bien. Si vous avez mis le coup de crayon que vous avez découvert dans la bombe et les autres trucs que Denis a fait, c'est génial. J'en ferai une critique plus élaborée éventuellement quand j'aurai fini l'album. Et on va sûrement l'inviter pour en parler parce on l'avait reçu pour la bombe. On avait eu beaucoup de fun. Je pense que les gens avaient apprécié notre discussion avec lui. On l'avait reçu plus tard aussi pour parler de l'ensemble de sa carrière. Donc, on va sûrement le réinviter pour la troisième caméra. Si ce n'est pas en 2024, ce sera en 2025 après notre retour des fêtes. Il y a un lancement officiel à la librairie Planète BD ce vendredi, si jamais. Ce vendredi, formule 5 à 7. Question pour toi, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Si on a déjà notre copie, on peut pas se pointer et juste la faire signer. Le but, c'est d'acheter un album sur place, non? Oui, mais les gens chez Planète BD sont aussi compréhensifs. Oui, le copropriétaire, il paraît qu'il est génial. Ouais, c'est vrai ça. Il va-tu être là, le copropriétaire? Vendredi, théoriquement, non, malheureusement. Ouais. Donc, il y a d'autres personnes qui vont être là. On me dit que Polite Society est sur Prime. Pour les gens qui sont abonnés à Amazon Prime. Voilà. On prend une petite pause, messieurs. Oui, excuse-moi, vas-y, Simon. Finalement. Tu voulais dire ton truc? Oui, j'ai fini tantôt. J'étais allé manger au Deli Québec. Oui. Au Québec Deli. Oui, Québec Deli. Et pendant que j'étais là, j'ai fini Venom Wars. Qui suit la série de Kates. En fait, c'est l'événement qui est après comme 1 an et demi à peu près de Al Ewing qui écrit Venom. Il y a un événement qui est Venom Wars où Eddie Brock, qui est maintenant un dieu, et qui se bat contre Eddie Brock, qui est un autre dieu. En fait, c'est pendant la run de Al Ewing. Au début aussi, il y avait Ram V qui travaillait sur la série. Eddie Brock trouvait le jardin à la fin des temps et là, il y avait 4 ou 5 symbiotes et finalement, c'était différents Eddie Brock à travers le timeline. Le multiverse. Et le dernier, qui est Meridius, qui était comme le Big Bad. Et là, dans Venom Wars, c'est le fils de Eddie Brock qui a le symbiote de Venom, qui se bat contre Eddie Brock, qui est un dieu. Écoutez, c'est complexe. Il y a un lore incroyablement compliqué. Parce que déjà avec Donny Cates, ça s'est compliqué. Mais avec Al Ewing, c'est devenu autre chose et c'est fascinant à lire. Mais si tu fais juste lire Venom Wars, bonne chance. Moi, j'ai juste vu les tie-ins. Donc, tous les numéros tierces qui étaient que j'ai lu aussi. Sacrément, man, je comprenais rien. Il y en a tellement. Parce qu'il y a Carnage, que maintenant, Cletus Cassidy, il n'existe pas, mais le symbiote de Carnage a recréé un Cletus Cassidy. À l'intérieur. Et Carnage est rendu un dieu aussi. Et là, il utilise une partie de Carnage pour devenir une lance qui va pouvoir tuer le Venom. Puis tout ça, ce qui est le fun, c'est que la série, l'espèce de combat se passe dans un ring de lutte. Oui, j'ai vu ça. Puis à l'extérieur, là, il y a les autres tie-in où il y a des zombiotes. Fait que c'est comme des symbiotes qui réveillent les morts, mais aussi prennent le contrôle des gens vivants, donc qui attaquent tout. Fait que, tu sais, évidemment, il y a plein de séries là-dessus. Mais c'est ça, à l'intérieur, tu sais, le combat se finit avec il y a un genre de il y a un Venom qui est rendu en or là, qui choke slam Meridius et j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est particulier, mais j'ai pas lu celle de Cates encore. Je sais qu'il y avait un gros omnibus à un moment donné que je voulais m'acheter. C'était très bon. C'était bon, oui. C'était bon, mais encore là, il y avait le premier trade, je pense ici. Oui, mais encore là, c'est comme compliqué parce que tu sais, t'as la série Venom, mais après, il y avait comme d'autres séries, il y avait des événements. Il y avait ramené Carnage à cette époque-là aussi. Puis là, pendant la run de Al Ewing sur Venom, il y a eu 2 séries de Carnage. Et là, tout ça, en fait, fini, puis il va y avoir un nouveau Venom qui s'appelle All New Venom, et c'est encore Al Ewing qui l'écrit. Puis les 2 Carnage étaient-tu écrits par Al Ewing aussi? Non, le premier c'était Ram V, puis le deuxième c'était, comment il s'appelle? Torun Grobek. Qui a écrit Thor pendant un bout, puis qui avait écrit du Hulk aussi. Une partie doit être disponible sur Marvel Unlimited. Oui, parce que ça fait quand même un bout là, que cette run-là est finie. Je pense que ça continue, ils sont rendus
au 39e numéro à peu près de Venom. Okay. Mais pour Venom Wars, c'était le fun, mais en même temps, je sentais qu'il y a tellement de lore et de timelines différents, parce qu'il y a aussi Old Man Venom, qui est le fils de Eddie Brock, qui revient du futur pour... OK, c'est pas vraiment le symbiote qui est vieux. C'est l'autre. C'est l'autre, c'est le host. C'est le Dylan Brock. Ouais. Bon, ben, hein? C'est ça, je voulais juste en parler, puis je viens de le finir, puis c'était... Mais une chance que tu le lis pour nous autres, parce que moi, je pense pas me passer au travers. Ça a l'air d'être assez... Ah non, ben c'est ça. Une fois que t'es dedans, c'est le fun, mais... J'essaie de résumer ça, j'ai de la misère. On va prendre une petite pause, messieurs, mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour vous donner une idée. Cette semaine, il fallait que je paye le voyage de Laurent au Japon. Non. Il fallait qu'on paye des choses importantes. Il fallait qu'on paye des trucs, des logiciels qu'on utilise pour la diffusion live. Puis, il fallait... je ne sais plus quoi, il faudrait que je recheck les factures, mais ça a coûté quand même pas mal d'argent. Et on a payé l'artiste qui a fait le visuel pour le spécial de Noël des Mystères Étonnants, qui est Rabo. Donc, Rabo, qui a fait notre cher Minty, qui incarne chacun des Mystères Étonnants dans les différents bumpers qui vont être utilisés durant la diffusion live le 22 décembre prochain, qui est un dimanche, je vous le rappelle. Donc, je vais le souligner parce qu'il a fait un très beau travail. Il y en très accurate. Oui, genre chacun de ces... J'ai vu le mien, puis... Oui. Celui de Laurent, je vais te le montrer tantôt durant la pause, si tu veux bien. Il est aussi très... Tu sais, comme on reconnaît ta fascination. Celui de Jake est, ma foi, très bien réussi aussi. Ils sont tous bien, là. Ils sont tous super. Donc, vous allez pouvoir voir le résultat final le 22 décembre prochain durant notre spécial de Noël. D'ailleurs, on vous invite encore une fois à nous laisser un message vocal qu'on fera diffuser durant l'enregistrement de diffusion du show. Je laisse le QR code pour les gens qui écoutent live. Vous pouvez cliquer, le scanner, vous savez comment ça marche, c'est super simple. Ou sinon, il y a un lien qui mène directement à notre SpeakPipe dans la description de l'épisode. Donc, c'est super facile. Ça peut être quelque chose que vous avez découvert cette année grâce au show ou à l'extérieur, juste des soins de Noël, n'importe quoi, qu'on puisse se passer durant notre diffusion du 22. Ça va arriver super vite. Attendez pas à la dernière minute, là, parce que là, cette fois-ci, cette année, je suis excessivement occupé d'ici le 22. J'ai le sapin des boules qui s'en vient, j'ai les répètes de tout ça, j'ai le visuel pour le spécial de Noël que je dois finir, puis ma boss part pour un mois, fait que en pleine période des fêtes, ça va être incroyablement occupé. D'ailleurs, si vous voulez contribuer au Patreon des Mystères Étonnants, cet argent-là va être investi dans les choses que je viens de vous mentionner. Mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, Rémi et moi, pour Bifurcation, le podcast qu'on les offre en exclusivité quand vous vous abonnez au Patreon, on va faire une série sur les Silent Night, Deadly Night, les films d'horreur de Noël. On ne fait pas les 2 premiers, on part à 3, puis on va jusqu'à 5. Donc, les meilleurs. Donc, on a enregistré ça cette semaine. Ils sont tous disponibles, même le 1 puis le 2 sur Tubi, pour ceux qui s'intéressent. Donc, ils sont tous là. Donc, ça sera ça, le contenu pour Noël, sur le Patreon des Mystères Étonnants. On enregistre ça, cette semaine. C'est pour ça qu'il n'y avait rien la semaine passée. Là. C'est juste à un moment donné, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça. Sinon, vous faites en sorte aussi qu'on produit Terre Cheese d'Or. Il y a des Noël Cheese d'Or qui s'en viennent ce mois-ci. Probablement pas d'épisode de Terre Kaiju. Et peut-être plus jamais, parce que là, Jake s'en va en Chine, c'est pas une joke. Il est invité pour un trade show là-bas. Oui, c'est vrai, ça a été annoncé pendant qu'il était parti, Laurent. Donc, fais tes adieux avant qu'il disparaisse dans l'administration chinoise. Ça peut arriver. No joke, je connais un gars qui a été en prison en Chine parce que il avait fumé un bat. Bon. Ben écoute... ça a été tout un char, ça a fait les nouvelles. Ils ont dû le rapatrier en échange politique. Je veux pas qu'il tombe dans une espèce de... fait que envoyez votre bonne énergie à Jake. Ouais. Faut qu'il soit très sage. Oui. En échange de votre contribution Patreon, on vous donne également accès au Discord des Mystères Étonnants où on écoute des films. Il va y avoir des films de Noël cette année. On va certainement écouter de la lutte aussi. Et c'est une belle période pour échanger aussi sur cette plateforme-là qui est réservée aux gens qui donnent au Patreon. Donc, si vous êtes abonné au Patreon, écrivez-moi directement à travers la plateforme. Je vais vous envoyer le lien. C'est tout si simple que ça. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. On est disponible partout sur Apple Podcasts, YouTube, Musique, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sur notre site Internet. On est sur les autres plateformes de bullshit comme Facebook, Instagram et autres. Même X encore, mais... Pour vrai, c'est surtout sur Discord là, qu'on interagit. Là. C'est la belle place pour ça. On revient dans quelques instants avec la BD de cette semaine, Ultimate Spider-Man Volume 1, Married with Children. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée Ultimate Spider-Man, Volume 1, Married with Children de Jonathan Hickman et Marco
Checheto? Je sais pas comment dire, malheureusement, je suis désolé. C'est une bande dessinée qui suit les événements de Ultimate Invasion, dont on a déjà parlé à l'émission. Donc, un nouveau univers Ultimate créé par Jonathan Hickman, qui a débuté entre les pages de Ultimate Invasion et qui a engendré différentes séries, dont Ultimate Spider-Man, le nouveau Ultimate Spider-Man, qui est de sa création. Donc, c'est lui qui l'écrit en ce moment. Et comme je disais à Simon au début, avant l'émission, c'est comme si on avait donné un nouveau terrain de jeu à Jonathan Hickman. Tiens, fais ce que tu veux là-dedans, puis pousse les concepts fucked up qui t'intéressent, puis on va te laisser aller. Puis c'est quand même... ces concepts sont... Ils prennent un peu c'est comme... Ils se concentrent moins là-dessus. Oui, le côté humain est plus de l'avant. Le personnage, la famille, l'amitié. L'amitié. On a parlé la semaine passée avec mon invité Jean-Philippe Descaries-Mathieu, puis lui, il avait jamais lu du Jonathan Hickman. Il a apprécié, mais c'était Gods, la semaine passée. Oui, c'était Gods la semaine passée. J'ai eu de la misère, moi, à comprendre ce que je disais, bien franchement. Puis c'est ça le problème des fois avec Jonathan Hickman, c'est que dans sa structure puis dans sa narration, c'est très cérébral. Il faut suivre, on joue un peu à la temporalité. Je reviendrai pas sur ce que j'ai dit la semaine passée. Mais Ultimate Spider-Man, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Il y a une approche complètement différente. Le premier numéro, d'ailleurs, des 6 qui composent le trade, le volume 1, il n'y a aucune apparition de Spider-Man à part la toute fin. Et c'est un très bon numéro dans lequel j'étais super engagé, soit dit en passant. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas vu le BD, si vous voulez la lire plus tard, faites pause et revenez quand ça sera fait. Juste avant d'en parler en détail, on va faire le tour rapidement, savoir ça a été quoi votre appréciation. On va commencer avec toi, Laurent, toi qui es de retour au Québec. J'ai full aimé ça. Ouais. Pour vrai, je trouve que... des fois, je suis un peu saoulé là, par ces Ultimate-là. Ouais. Je suis comme, on est encore en train de rebooter ça. Encore une origine de Spider-Man. Tu sais? Mais l'idée est vraiment bonne. Ouais. En gros, on n'a pas parlé, mais en gros, Ray, le Maker, a annulé tous les héros. Oui, dans Ultimate Invasion, c'est ce qu'on apprend, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, quelqu'un renvoie des items en disant il vous a manqué quelque chose toute votre vie, puis là c'est ça, on suit Peter Parker qui est comme t'étais destiné à être un super-héros, voici une araignée, tu sais. Ouais. Puis là il est comme je sentais un vide en dedans de moi, je le fais, tu sais, mais je trouve que ça fait vraiment changement d'avoir une origine puis une courbe d'apprentissage de super-héros dans un homme adulte, plutôt que... Parce qu'on est habitué... 35 ans. Là. Ouais, c'est ça. Puis on est habitué que Peter Parker, c'est un ado, puis qu'il vit... il apprend ses pouvoirs en même temps que la puberté, mettons. Là. Comme là... c'est comme si nous autres, on se pognait des pouvoirs. Ouais, on aurait mal au dos. Genre. Ouais, ben c'est ça. Ouais, non, mais il a l'air d'être... il a l'air d'être correct. Ça a l'air d'y faire du bien. C'est ça. En fait. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis ça vient... Tu sais, c'est ça. C'est une courbe d'apprentissage aussi avec les web shooters, ce genre d'affaires-là. On sait pas s'il y a des web shooters, hein? Non, probablement pas, en fait. C'est peut-être intériorisé, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ou de se soigner à travers la ville. Puis, tu sais, c'est comme si... ça changeait la game, je trouve, d'avoir un âge plus avancé pour ça. Puis je trouve ça super intéressant. Puis juste pour répondre à ta question, c'est la personne qui envoie des items, c'est le Reed Richards, c'est le Tony Stark de cet univers-là qui a découvert que l'origine... c'est pas le fils de Tony Stark? Le film de Tony Stark qui s'est rendu compte que l'origine de ces héros-là ont été avortées dans ce nouveau Ultimate-là dans lequel le Maker voulait partir à zéro. Donc il décide à retardement d'envoyer la source de ce qui pourrait leur donner des pouvoirs pour réentamer un peu, justement, ramener les héros qui étaient supposés peupler cet univers-là. Puis il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la naïveté du personnage dans son apprentissage, là, parce qu'il est comme non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a un méchant en train de braquer une bombe. Là, c'est comme le shocker. Puis il est comme non, mais là, c'est parce que ma femme est malade. Puis tout, comme faut le toucher, pour vrai, ben non, est-ce que cave, il se mange une volée, il se pitch en bas d'un building, il se fait avoir 2 fois, par le même gars, tu sais, pis t'es comme voyons, c'est comme que c'est ça, mais ouais, j'ai trouvé cette naïveté touchante. Toi Simon, t'as-tu aimé Ultimate Spider-Man? Oui, j'ai adoré, là, c'était la deuxième lecture, je l'avais lu, je le lis pendant que ça sort, mais là je l'ai revisité les premiers numéros. Il y a quelque chose de différent dans l'écriture de Jonathan Hickman dans ça parce que ça
ça coule. Tu lis, puis c'est comme... Oui, OK, ça se lit super bien. Tu te poses pas plein de questions sur ce que tu lis. Ce qui arrive des fois quand tu lis du Hickman. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, comme tu dis, le changement de setting de Peter Parker qui a une famille, il est avec Mary Jane, mais il a 2 enfants. Puis aussi, toute l'histoire avec... il y a Ben... oui, son nom est encore Ben Parker est encore vivant. C'est May qui est décédé dans l'attaque qu'il y a eu. Fait que c'est un drôle de ça, c'est quelque chose qui est un peu exploré, mais pas tant que ça, mais on en reparlera plus tard. Oui. C'est pas important, là, c'est juste mon opinion. J'ai aimé ça. Voilà. Mais oui, la relation Ben Parker, Joe John Jameson là-dedans aussi est vraiment le fun. Je les ai vraiment aimés. C'est des vieux outils. Ils ont du banter vraiment le fun. Là. Ça donne un J. Jonah très différent, mais c'est le fun de le voir. Il y a encore un caractère de marde, mais pas un peu... il n'est pas comme celui qu'on connaît du MCU. Non, c'est ça. Classique. Moi, j'ai tellement aimé ça que je me suis abonné à la série. Donc, j'ai acheté le premier trade chez Comic Hunter en fin de semaine, puis je me suis abonné aux prochains numéros qui vont sortir éventuellement en volume, en trade. En fait, je vais me répéter. Là. Je vais répéter ce que vous avez dit. J'aime le banter des personnages. Je trouve qu'ils ont toutes une personnalité forte. Ouais. Quand tu les lis, quand je dis personnalité forte, je veux dire que tu les lis puis tu sens qu'il y a des personnages derrière, que c'est des gens qui ont... Tu sais, il y a des BD, tu as l'impression que tu pourrais substituer leur dialogue puis ça pourrait être la même affaire. Là, t'as pas cette impression-là. Peter Parker est son propre personnage. Mary Jane est là, c'est son propre personnage. Il y a de l'agency aussi dans le bande dessinée là. C'est pas juste le personnage qu'on doit sauver puis qui est en arrière-plan puis qui fait rien. Là. Ouais. Tu sais, tout le J. Jonah Jameson, Ben Parker, leur dynamique. Pour vrai, des 6 numéros, je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est le premier. C'est celui dans lequel il n'y a pas de Spider-Man, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de ça. J'avais aucune idée où on s'en allait. Puis j'étais, attends, comment? Je sens qu'on va vers quelque part, il y a une progression, mais j'avais aucune idée. J'avais jamais lu quelque chose de ce genre-là. Puis ça fait un très bon supporting cast. Ouais. C'est drôle parce que je parlais de quelqu'un hier je parlais de super-héros, puis la personne me disait voici, c'est pour ça que j'aime pas les super-héros. Je disais pourquoi? Puis là, elle mimiquait, tu sais, le classique. Mais là, il parle de même, puis il faut... Je vais sauver. Non, tu parles des comics des années 60-70. Ça n'existe plus vraiment, ce genre de comics-là. Ouais. Tu sais, fais pas lire du Jonathan Hickman à un kid, il va jamais catcher, il va pas triper. Là. Ouais. Ce que j'aime justement dans les bandes dessinées super-héros, c'est cette espèce de... Oui, l'aspect super-héroïque, mais la distribution qui supporte ton personnage principal ou tes personnages principaux, elle est super forte dans celle-là. Fait que j'ai hâte de voir s'il y a des drames qui vont secouer l'univers du Spider-Man Ultimate Universe, mais si ce n'est comme celui de l'univers consensuel, ça risque de faire plus mal, j'ai l'impression, parce que c'est comme un peu plus campé dans du réel, j'ai l'impression. Même s'il y a beaucoup de science-fiction, puis c'est pas exactement notre terre, puis tout ça, j'ai full aimé ça. Il y a aussi Green Goblin qui est là, qui est Harry Osborn. Il n'y a jamais eu de Green Goblin avant, c'est le premier. Il n'avait même pas son nom, il se le fait donner par le journal. Par le journal. Qui est comme, ouais, Green Goblin, c'est pas pire. Ça fait du sens. Puis ils ont tout de suite, les deux, une connexion. Puis il y a un numéro aussi que c'est eux, c'est Peter et Harry qui vont au restaurant avec leur blonde, femme, qui est Mary Jane et Gwen Stacy. Ouais, cette reveal-là, j'étais oh shit. Mais le numéro, c'est essentiellement une date au restaurant et aussi des scènes avec Ben et J. Jonah Jameson. Il n'y a pas d'action, mais c'est un bon numéro. C'est malade. C'est My Dinner with Andre version super-héroïque. Puis moi, je trouve qu'il nous garde en edge aussi, dans le sens que genre... Je suis comme méfiant parce que c'est Harry Osborn. Mais je suis comme, ça se pourrait-tu qu'il reste du bon bord ou il cache-tu bien son jeu? Puis là, je suis comme intrigué. Moi, je pense qu'inévitablement, leurs chemins vont être en opposition. Là. Tu vois qu'ils commencent à avoir des bases parce aussi. Parce que là, lui, il a pas l'air de faire du stuff de Green Goblin habituel, il a l'air de s'en prendre spécifiquement au Kingpin, genre aux gens qui contrôlent la société, qui sont qui travaillent pour le maker. C'est ce qu'on a vu dans Invasion. Puis dans la BD, c'est plus une idée, parce que on en voit un peu, il y a Kingpin, il y a un des Captain Marvel, Captain Braddock, je sais pas trop, mais à part ça, il n'y a pas tant de lore de tout ça, mais tu sens que c'est là, puis on en parle souvent comme c'est eux
qui dirigent et c'est eux le problème. Fait que là, t'as Green Goblin qui s'attaque à eux puis essaie de ramener Spider-Man là-dedans. Sauf que lui, ses techniques sont peut-être un peu plus drastiques. Ouais, il n'a pas peur de tuer. Il a ouais. essayé d'éliminer le Kingpin à plusieurs reprises. Ouais. J'aime aussi son origine. Le Green Goblin est en fait, l'armure est refaite à partir d'armures laissées derrière par le fils de Tony Stark. Ouais. Anthony Stark, ça se peut-tu que c'est ça? Je me souviens pas. Il y a un nom particulier. Là. Ouais. Mais parce que, en fait, Oscorp, Norman Osborn est décédé pendant l'attaque. Et là, la société a été comme donnée à Harry. Mais aussi, il a acheté Stark parce que Kingpin, il a offert, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, en fouillant, il a trouvé les armures de Iron Man. Puis à partir de ça, il s'est construit son costume avec Otto Octavius. Qui est son genre de sbire scientifique. Ouais. Ah, peut-être juste pour spécifier, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'attaque, pour que le public croit que c'est Iron Man, le vilain, et pas cette espèce de cabale qui contrôle l'univers, le monde. On envoie une attaque, je sais pas, de rayons, de satellites directement sur New York. Il y a plein de monde qui meurt, dont Aunt May, Norman Osborn et compagnie. Puis on blâme Iron Man, qu'on appelle Iron Lad. Je trouve ça tellement laid comme nom. Iron Lad dans cet univers-là. Fait que les gens ne pensent pas que les Ultimates ou les Avengers, qu'importe comment on les appelle ici, sont les héros. D'ailleurs, ils ont leur propre série. Je pense que c'est pratiquement essentiel de lire Ultimate Invasion avant de lire Ultimate Spider-Man. Ça va aider quand même un peu. Ça va aider, mais tout ça est pas mal en background quand même, parce que ça se concentre plus sur les personnages et leurs relations. Mais je pense que c'est un élément qui est comme, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? C'est le fun aussi de voir Peter Parker avec des enfants. Oui. Il y a 2 enfants. Ils ont une belle relation. Ils sont l'air des parents qui se font pas chier. Ils ont l'air attrapés dans leur rôle de père puis de mère. Puis... C'est sa fille qui l'aide à trouver le design de son costume. Il y a plein de petits côtés humains comme ça. Quand sa fille le découvre en train de manger des céréales dans son costume noir de Spider-Man, elle a la chienne. C'est un enfant de 8 ans, c'est sûr qu'elle a la chienne. Là. Il y a comme une case, elle est là avec son toutou, puis elle est paralysée par la peur. Puis là, lui, il a pas le choix de dire c'est moi Spider-Man. Peter Parker est un personnage attachant. C'est un gars qui il est pas dans le prime de sa forme, mais je sais pas, il essaye de faire une différence. J'aime toutes les personnifications dans la bande dessinée. C'est le fun, comme tu dis, Laurent, que il est pas... il apprend à être Spider-Man, puis tu as des dialogues internes ça, l'expression. Oui, dialogue interne. Tabarnan, Simon, t'es fatigué. On est tous fatigués. Mais où il se dit, là, il faut que je trouve un moyen d'arrêter quand je revole, parce que là, j'ai de la misère. Puis... Mais c'est bon, on pense jamais à ça. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que ça s'apprend. Ben ouais. Comme, je suis en train de swinger Underbuilding dans New York. C'est une bonne question. Comment t'arrêtes ton momentum, c'est ça. Puis j'aime quand il réalise qu'il peut se faire maganer, puis ça y fait rien. Il est comme, ok, ça va être pratique plus tard. C'est ça. D'ailleurs, on n'a pas parlé de son costume, genre de costume molécule instable, nanotechnologie, qui a l'air pouvoir s'adapter en fonction de ce que lui il veut, mais ça fait pas partie de ses pouvoirs, c'est juste comme une technologie qui va le revêtir, pardon. Il y a un bout où il teste des designs de costumes, puis t'as un hommage à Scarlet Spider, puis d'autres designs de costumes de Spider-Man qui ont existé dans la BD conventionnelle. Là. Est-ce que vous permettez que je spoil juste un petit élément d'un des prochains numéros? Vas-y, je vais le lire éventuellement, mais ça va être plus tard. Quand, la relation Harry et Peter continue, puis Harry développe quelque chose une genre d'intelligence artificielle dans son costume qui lui parle. Puis là, lui, il décide, ça va être la voix de mon père. Fait que là, la voix... C'est un hommage parce qu'il était dans les comics dans le temps, quand il était sur le sérum. Fait que la voix, il entend parler son père, tu sais. Mais il l'offre aussi à Peter Parker. Puis Peter Parker, je me souviens pas si il choisit ou c'est l'intelligence artificielle qui le fait, mais c'est sa propre voix, finalement. Fait que c'est lui-même qui s'entend parler. C'est weird. Okay. Génial. J'ai hâte de lire la suite, man. J'ai hâte de voir aussi, tu sais, je veux dire, ils ont ramené Gwen Stacy. Est-ce que c'est pour un genre de triangle amoureux ou c'est juste pour une tension narrative quelconque? Je sais pas.
Un clin d'œil. Un clin d'œil tout simplement, mais j'ai l'impression qu'ils vont y faire quelque chose. J'ai hâte de voir ce qu'il va écrire. Ils vont sûrement y casser le cou en bas d'un pont. Peut-être. Mais elle a dit qu'elle était peut-être intéressée à investir dans le journal de Ben Parker. Fait que... Oui, il y a aussi ça. Il y a Ben Parker puis Norman Osborn qui décident de se lancer leur propre journal qui s'appelle The Paper. Ouais. Ils ont tout un petit dialogue à un moment donné où je pense que Jonah il dit au moins c'est pas ironique comme si t'enlèves un A pis c'est juste P-R-P. Ouais, puis ils se partent ça parce qu'ils travaillaient au Daily Bugle, mais c'est Kingpin qui est devenu le propriétaire, fait qu'ils veulent plus travailler pour lui. Le dessinateur Mark Cecchetto, il est vraiment bon. Hey, Colin. Il y a une page où, tu sais, justement, la discussion avec le dîner entre les gars puis leurs femmes. Je pense pas que c'est lui qui non, là, les 2 derniers numéros, c'est pas lui, il me semble. Mais quand il les dessine, les principaux, là, c'est tellement hot. Il est vraiment bon, cet auteur-là. Puis c'est un genre de gars qui va laisser sa marque, c'est certain. Je pense que c'était lui qui avait dessiné le Daredevil de Zip Zdarsky. Qu'on avait lu au show il y a longtemps. Ça fait longtemps, là. Ouais. Donc, il faut l'aimer. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je lui prédis une grande carrière. Un peu à la manière de Mike Deodato. Au Greg Capullo. Fini en haut. J'ai rien d'autre à dire, messieurs. Vous autres? Toi? Non, on le recommande. On le recommande fortement. Ouais. Puis pour vrai, tu sais, je l'ai lu Ultimate Invasion, mais ça commence à faire un bout. Je m'en rappelais plus ou moins. Je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans. C'est sûr qu'il vous manque quelques éléments là, de « Ah oui, ok, je catch ça, mais... Faut faire les après. Si ça vous intéresse, essayez-le malgré tout. Là, c'est un bon jumping point, je trouve. Excellent. Donc, un Ultimate Universe bien lancé. On a hâte de voir où ça s'en va. Tout ça. Fait que merci Simon. Merci Laurent. Merci à vous à la maison. On se voit soit le 20 ou le 21 pour le spécial Le Sapin les Boules avec le réalisateur du film qui sera présent au Club Soda. Tout ça a lieu dans le cadre d'un événement créé par McFly Event. Moi, je vais jouer Rusty. Je vais être présent sur scène avec d'autres comédiens et d'autres non-comédiens parce que je sais pas, je joue des comédiens qui jouent ça. Venez pas vous me voir pour notre talent d'acteur, OK? Vous allez voir, mais c'est pas ça le trip. T'as-tu acheté tes billets, Laurent? T'es jamais venu, toi? Ouais, je suis déjà venu. Je suis venu la première année. 2019? Ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait si longtemps que ça? Ouais, ça fait entre 1 et 5 ans. Ouais, la période floue, là. Ouais, cette période-là. Marc Hervieux, dans le bois. La COVID a été longue. La COVID a été longue. Sinon, on se voit le 22, dimanche 22, pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. À partir de 20h, je pense pas que je l'ai dit, sur toutes nos plateformes, donc Twitch, YouTube et Facebook, disponible en balado par la suite. On vous invite à laisser un message vocal, donc un souhait, whatever, là, de Noël. Là, venez faire un petit message. Donc, on va vous passer ça. N'hésitez pas, attendez pas, parce que ça s'en vient très, très rapidement, la période des fêtes. Sinon, faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Bye.